Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale pour ce débat sur l'art et l'architecture. On a appelé ça Création sans frontières parce qu'en fait c'est une vieille histoire, si je puis me permettre. Depuis longtemps, l'art et l'architecture, en fait, ont des liens. On pourrait presque célébrer les noces de l'art et de l'architecture. Et il se trouve que dans la période moderne, dans l'espace public, dans les parkings, en infrastructure, comme, j'allais dire, dans les bâtiments publics et privés, eh bien, l'art et l'architecture trouvent des dialogues tout à fait intéressants et très stimulants. Nous avons ici évidemment des architectes, des artistes, des éditeurs, des critiques, et je voudrais saluer dans la salle évidemment les maîtres d'ouvrage qui sont là, les collectionneurs aussi, parce que eh bien, justement sans maîtres d'ouvrage, sans collectionneurs, eh bien, voilà, le paysage serait bien triste. Voilà, on va parler de ces relations, encore une fois, parfois tendues, parfois pas faciles, parce que sur ce terrain de la création, il faut laisser de l'espace aux artistes. Alors, on va peut-être commencer avec toi, Dominique Jacob. Donc Jacob et McFarlane, ils ont là, eux aussi une longue histoire, outre évidemment avec l'appartement de Daniel Bosser, on se souvient, mais aussi des bâtiments, et non des moindres, sur les quais de Saône, au Frac Centre, et même toujours au bord de l'eau, j'ai remarqué, hein, sur la Seine et autres. Alors comment ça se passe cette relation avec les artistes ? Alors, écoute, nous on adore. Je pense que déjà on a beaucoup d'artistes qui sont nos amis. En fait, c'est extrêmement enrichissant de travailler sur des projets avec des gens qui ne sont pas finalement vos pairs. Parce qu'ils ont un autre regard, une autre manière de voir la vie, la ville. Et il y a comme un effet miroir. Et il y a une discussion, et un échange, et un débat. Et finalement, c'est extrêmement constructif. Donc pour nous, ça a toujours été des expériences en fait, très heureuses dans différents contextes. Donc bien sûr, celui de Confluence avec Georges Vernet-Caron. Peut-être que tu vas... Enfin, je ne sais pas si... Je vais peut-être parler un petit peu plus en détail après de nos projets. Mais c'est vrai que l'expérience de Confluence était une très belle histoire parce que oui. Des fois, on doit intervenir après pour faire intervenir un artiste. On dit qu'à Confluence, l'artiste... En fait, le concours était lancé avec la demande de s'inscrire avec un artiste. Donc, chaque architecte s'inscrivait avec un artiste. Donc, nous, on s'est inscrit pour Euronews, par exemple, avec Fabrice Hibert. Et Euronews, c'est le bâtiment vert. Excusez-moi, donc le parce cube que vert l'autre, c'est le cube Lyon. orange. Voilà. Non, je dis ça pour les non-lyonnais du coin. Et donc, on s'est inscrit avec Fabrice Hibert. Et ce concours, en fait, était extrêmement original, ce qui était lancé par VNF, par la Caisse des dépôts, par la ville de Lyon. Et Georges, tu étais conseiller artistique ou direction artistique de ce concours, je pense. Confluence, oui. Sur toute la zone Confluence. Il faut saluer d'ailleurs le maître d'ouvrage, Monsieur Bordry, qui devrait peut-être arriver, ou en tout cas, voilà. Mais en tout cas, vraiment, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu l'architecture et l'art en même temps, le long des canaux et des voies navigables. Voilà. Depuis un long moment, pas que à Lyon, en effet, sur l'ensemble des canaux. Et donc, pour revenir à Confluence, on s'est inscrit avec Fabrice Hibert. Les immeubles étaient en blanc. Il n'y avait pas de promoteur ou de maître d'ouvrage qui avait les bâtiments. Donc c'était un peu une histoire en projection. Et l'histoire est belle avec Fabrice Hibert, parce qu'il avait proposé un hammam en rez-de-chaussée. Et comme c'est Euronews qui s'est porté candidat pour reprendre le bâtiment, j'ai dit à Fabrice, écoute Fabrice, un hammam, Euronews, je crois que ça va pas le faire. J'ai dit, écoute, la seule manière que tu restes dans le projet, tu intègres vraiment la peau du bâtiment, la peau de l'architecture. Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'en fait, tous les motifs que vous voyez sur la façade sont les dessins de Fabrice Hibert. Et pour nous, c'était une très belle expérience, mais j'en parlerai d'autres tout à l'heure. L'architecte qui donne sa façade. Prends le micro, Jo, puisque tu interviens, c'est formidable. Non, vas-y, au contraire. C'est une exception, pratiquement. On en a vécu quelques-uns, puisque grâce à l'initiative et surtout à la fermeté d'objectif du maître d'ouvrage, c'est qu'il faut que sur le quai Rambaud, la façade du bâtiment vert Fabrice Hibert
mais qu'après l'intérieur du bâtiment orange, c'est Philippe Casal. Philippe Casal. Philippe Casal. Et Philippe Casal a fait une très belle pièce qui interpelle finalement tous les usagers du bâtiment tous les jours dans leur quotidien et qui les interroge en fait sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils viennent faire dans ce bâtiment. Et puis toute la terrasse aussi devant les douanes, c'est encore lui qui l'a fait aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie collaboration, mais comme normal, quoi. Dans le micro. On dirait qu'ils font, mais qu'ils vivent normalement, quoi. Qu'ils s'aiment. Alors que c'est pas vrai. Moi, je vous le dis, ça fait 40 ans que je suis là-dessus, et les architectes n'aiment pas les artistes. Car ce sont eux les artistes. Oui, je préfère dire la vérité. Je suis pas là pour Cette vérité n'est pas partagée par tout le monde. Je dis que c'est une minorité d'avoir des architectes cultivés qui aiment l'art. Ça, c'est une minorité. Malheureusement, 90% des architectes ne sont pas cultivés et n'aiment pas l'art. Sinon, tous les immeubles seraient des œuvres d'art. Et c'est possible. Et ça coûte pas cher. Voilà des grands artistes. Des grands architectes. Oui. Non, on va te présenter des architectes, mais puisque tu parles de donner des façades, en effet, ça c'est vraiment un acte fort. Or sur le quai Rambaud, Odile Deck, elle aussi, va donner ces façades aux artistes. Il y a un très grand projet public en ce moment, c'est le Grand Paris Express, et il se trouve que Jean-Paul Villiers, à la gare de Clermont-Bicêtre, a donné toutes ses façades à Eva Jospin. Donc tu vois, c'est quelque chose qui maintenant devient quelque chose qui existe. Et puis on pourrait parler sur le plateau d'Assy de Maurice Novarina, qui pour une église, là où il y avait des grands sanatoriums à l'époque, on est dans les années 20, 30, eh bien a donné la façade de l'église à qui ? À Fernand Léger. Donc voilà, cette relation art-architecture, elle est... Mais c'est vrai, tout le monde ne le fait pas. Donc et ça crée parfois des tensions, je l'ai dit tout de suite. Alors, Francis, je pense que les tensions interviennent. Là, on parle d'expérience heureuse, parce qu'il y a eu un... En fait, si vous voulez, c'est un architecte et un artiste qui ont commencé à travailler ensemble sur un bâtiment. Il y a peut-être des expériences plus difficiles quand finalement un architecte a avancé dans son projet et qu'à un moment, un maître d'ouvrage lui impose un artiste. Peut-être que des fois, c'est peut-être là où il y a peut-être des fois des histoires plus difficiles. Mais nous, on prône vraiment finalement un mariage très tôt en amont, donc dès le concours, c'est le mieux, pour en fait présenter un projet ensemble et finalement défendre un projet ensemble, architecte, artiste. Et c'est peut-être là où il peut y avoir des fois des histoires différentes. Ça dépend en effet comment les contacts se mettent en place. Le micro. Plus ces contacts sont pris très tôt. C'est-à-dire, en plus, il faut qu'il y ait une connivence entre l'architecte et l'artiste. Il faut qu'immédiatement il se fasse quelque chose entre ces deux créateurs qui sont capables d'accepter l'autre et de jouer avec lui. Et s'il n'y a pas cette connivence, je pense objectivement, c'est très difficile. Moi, avec toi, le dialogue avec les deux chroniques, c'était un dialogue merveilleux. C'est un dialogue, il faut le dire, je dis pour le public, c'est sur un parking à Chambéry. Voilà. Donc, il y a deux parkings, parce qu'il y a deux architectes. Et notre ami qui est là, merveilleux. Et puis, il y a notre ami qui est là, qui est le héros. Donc, c'est vrai que ce sont deux sites différents, deux attitudes différentes au niveau de l'architecture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un véritable exemple. Et après, des problèmes politiques très difficiles à vivre pour Isabelle, parce que on a changé de maire entre les deux. Il voulait pas. Le maire qui a fait le parking à la fin, qui a accepté de le faire, celui qui l'a fait, c'est vrai qu'au début, il voulait tout arrêter, quoi. Il voulait chanter. Moi, je voulais pas ce chantier, je voulais pas ce projet. Non, ça a duré que 20 ans. Isabelle. Non, c'est pas qu'il ne voulait pas le projet, il ne voulait pas de partir. Non, il aimait bien le projet, il ne voulait juste pas de ça. Je sais. Ils ne voulaient pas de parking, mais ça c'est vrai. Ils ont lutté pendant très longtemps avant les élections. Pour dire ce parking ne sert à rien, on n'en veut pas. C'est pas le tout.
Ils attendaient peut-être un parking à vélo, Merci, tout, madame, tout simplement. d'avoir assisté. Alors, Dominique, oui. je crois qu'il faudrait aussi Alors Hubert Bézassier, on va le insister sur la question sur le projet exact qui a été fait là pour la peau du verre. Renews. Du verre, voilà. Donc, ces deux bâtiments qui sont à confluence, Cube Orange, Cube Vert. Cube Orange, un immeuble tertiaire, et le Cube Vert, un immeuble occupé par la chaîne de télévision Euronews. C'est des bâtiments qui avaient la particularité d'être très épais, plus de 30 mètres, avec la demande de faire un patio. Et on a proposé donc de faire un patio extérieur qui vient de capter la vue de l'autre côté de la Saône. Et vous avez donc ces deux bâtiments ont des cônes de projection, vous avez vu dans le dessin tout à l'heure, qui viennent s'ouvrir vers la rivière et vers les collines de Balme. Donc l'intervention de Casal, Philippe sur le Cube Orange est donc plus une intervention intérieure dans tous les espaces partagés de tous les salariés qui vont travailler tous les jours dans ce bâtiment. Et celui de Renews, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, est donc plus sur le dessin de la peau, de la maille d'aluminium. Les deux bâtiments ont cette peau qui est perforée à 75% d'aluminium, très légère, qui vient en même temps faire office de filtre solaire. Et derrière, on a un dispositif de façade assez classique de bâtiment tertiaire. Mais cette double peau joue merveilleusement pour faire un bâtiment assez monolithe sur la Saône. On a une unité. Et derrière, on a une façade de bureau avec des ouvertures aléatoires qui donnent vraiment cette profondeur de la peau que vous pouvez voir sur ces images. Et donc le projet de Fabrice Hibert, c'était de répondre à la fois Euronews aux ondes, à la question des ondes. Oui, c'est lui et qui à a la proposé. question des ondes du fleuve aussi. C'est lui qui a trouvé ce lien, Oui. dans le dessin que vous avez vu tout à l'heure. Oui. C'est lui qui a proposé ce lien, parce qu'en effet, c'était une chaîne de télé Euronews avec des satellites sur le toit. Et je pense qu'il aime toujours l'eau. Enfin, c'est lui qui devrait en parler. Il en parlerait mieux que moi. Mais il a toujours. Donc, je pense que les ondes étaient un lien finalement entre la rivière et les ondes de l'air, le satellite. Et donc, il a fait ses dessins sur ces grands panneaux qui sont perforés sur l'ensemble des façades. C'était des gars d'Archaville, hein. Je suis heureux au départ. Oui, voilà. Et bon, ils m'ont demandé des images tout à l'heure, donc je sais pas. Hein. Donc voilà, c'est ces deux bâtiments. Et là, ce que vous pouvez voir sur cette photo, donc, ce qui est toujours très important dans un bâtiment, c'est la perception que vous en avez de l'extérieur, mais aussi du côté intérieur. Parce d'abord, on répond à un programme, donc à une habitabilité, et on répond aussi à une intégration urbaine. Et il faut vraiment toujours regarder les deux côtés parce que finalement l'impression est très différente. Ici, vous voyez une image donc, du côté intérieur et vous pouvez voir comme elle est transparente et comment on voit vers l'extérieur. Et quand on se place du côté extérieur, il y a plutôt une opacité finalement qui se reflète. Donc ça, c'est ce... Et les terrasses hautes sur le Cube Orange comme sur le Cube Vert, on a prolongé la façade jusqu'à la dernière hauteur de l'attique pour donner des terrasses qui sont vraiment habitables. Et avec ces cônes, donc bon, là c'est l'architecte, on capte ces vues sur la Saône, sur le ciel, et c'est vraiment des moments assez magiques dans le bâtiment. On a approché un bâtiment tertiaire comme un bâtiment où on habite. Vous passez toute la journée à votre bureau en général, donc pouvoir avoir un balcon, vous pouvez prendre l'air, respirer, discuter entre amis est très important. Et les bâtiments tertiaires, je pense, ont toujours besoin d'avoir cette domesticité, cette habitabilité un petit peu plus, parce que finalement on passe tant de vie. On est avant le Covid, hein. Mais donc donner ces côtés de domesticité était pour nous important dans ces bâtiments. Là on revient à une vue globale, donc les cubes orange. Et Francis, enfin bon, non, mais bon, on a été extrêmement ravis parce qu'on a d'abord appris qu'on avait gagné le cube orange et ensuite aussi le cube vert. Donc c'est une première fois dans notre vie où on a gagné 2 bâtiments le même jour. C'était quand même un grand moment. Donc ici, vous voyez l'intervention de Philippe Casal qui est sur un jeu de miroirs qui se reflète, avec des mots qui se reflètent. Ce qui survient, c'est Georges. Voilà, et ce sont des interventions avec des mots qui continuent dans les étages. Le jeu du jeu sans contrainte. Voilà. Donc après, je passerai à notre bâtiment, donc peut-être que... Alors,
vous venez de publier un livre, et je salue José Alvarez, éditeur d'art bien connu, qui a l'habitude de faire des monographies d'artistes, d'architectes, et qui là travaille d'une autre manière sur un travail de fond. Le livre s'appelle « Création pierre vive du patrimoine », et les mots sont assez forts, au sens où on voit bien que c'est une source de création, quoi qu'il arrive, et sans cesse, quoi, que cette source ne peut pas se tarir. Comment ce titre et ce projet est venu? Et sinon, Georges, avec le micro, s'il te plaît. sinon, le patrimoine, il disparaît très rapidement avec le temps. On tourne autour de très beaux bâtiments, etc. Et puis on ne les voit plus, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a un type qui m'a réveillé, moi, là-dessus, mais il s'appelle simplement Daniel Buren. Parce que je l'ai connu par hasard, grâce à M. Mauban, qui est le créateur du nouveau musée de l'époque, et qui m'a dit, j'ai invité Daniel pour faire un truc qui va s'appeler ponctuation. Tout simplement. Et ponctuation, c'était avec les élèves des Beaux-Arts de Lyon, on a entouré tous les socles de toutes les sculptures du Grand Lyon avec sa marque et son ruban de 10 cm de haut et une rayure de 7,8, je dirais, autour de tout le bâtiment. Ce qui veut dire, je me suis trompé du nombre de centimètres, M. Villarin. Ah oui, c'est 7,8. Heureusement que ce très grand collectionneur est parmi nous pour m'éviter de dire des bêtises. Merci, Philippe. Bon. Et d'un coup, j'ai découvert, grâce à Daniel, comme tous les Lyonnais, qui tournaient depuis des dizaines d'années, voire plus, autour de sculptures qu'ils ne voyaient plus. Ils tournaient autour, mais sans les voir, sans savoir qui c'était, ni quoi que ce soit. Donc, autrement dit, il suffit simplement d'attirer l'attention sur tout ça, et il a fait ça très discrètement. C'est un petit ruban de 10 cm de haut, rouge et blanc, mais néanmoins, ces trucs sont pas restés 15 ans, hein, ces rubans, et ça a été très vite détruit, mais tous les Lyonnais ont repris contact avec toute la sculpture lyonnaise. C'est quand même assez fort. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un artiste comme Daniel, c'est lui qui a rendu service à tous les artistes. La plupart étaient déjà morts depuis longtemps, il y avait encore quelques vivants. Ceci étant dit, c'est quand même un événement très important et qui démontre, franchement, que tout ça, ça existe, mais que ça s'efface. Et donc la seule manière que ça ne s'efface pas, d'ailleurs quand Daniel a entouré toutes les sculptures de Lyon avec ce ruban, eh bien, tout le monde a découvert la sculpture. C'est tellement simple, à condition d'avoir l'idée de le faire, et c'est tout. Alors Jo, ce livre, il est préfacé à quelqu'un de très important pour l'art et l'architecture. Je veux parler de François Barré, qui a été un grand directeur, le grand directeur que l'on connaît. Et là, il signe, il rappelle qu'en 2002, vous aviez écrit un manifeste, le manifeste des artistes qui faisaient la ville, hein, je crois, hein, quelque chose comme ça. Les artistes, on a fait un manifeste. Avec le On a fait un manifeste avec lui. Un manifeste, moi je pense que c'était qu'un manifeste. Je ne suis pas manifestant d'habitude, mais là, objectivement, on a signé ce manifeste avec Basset, je dirais, et c'est vrai que ça a eu plus d'importance que j'aurais cru. Et c'est vrai que c'est vraiment la création qui est véritablement développée à ce moment-là. Et François Barré nous a toujours soutenus, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, et c'est ce soutien avec François qui m'a permis de lui demander la préface de ce livre, car c'était un des grands fonctionnaires à l'époque de la France, que sur le plan artistique, sur le plan aussi bien artistique que architecture et design. Et quand vous signez ce manifeste, c'était donc pour réclamer plus d'intervention des artistes sur l'espace public. C'était quoi le but? Mais les artistes étaient pris comme la fleur sur le gâteau, quoi. À la fin d'un chantier, on disait aux promoteurs ou on disait aux fonctionnaires, dis donc, il faudrait mettre une œuvre d'art quelque part. Donc, le fonctionnaire... Avec le micro. Donc, c'était une critique de 1%, si je comprends bien. C'était une critique du 1%, et c'était surtout une critique
de quelle importance on donne. Est-ce que l'artiste devient la face sur le gâteau, comme vous disiez tout à l'heure, ou est-ce que l'artiste participe vraiment à la conception du projet et va jusqu'au bout, tranquillement, etc. Et c'est une collaboration, un dialogue qui n'est pas toujours évident, aussi bien avec les services techniques, aussi bien avec les gestionnaires du budget, qu'avec tous les gens qui sont concernés par la construction d'un bâtiment. Et s'il n'y a pas cette connivence entre tous ces participants, eh bien l'œuvre, ça va pas. Et c'est surtout la durée. On y reviendra plus tard sur la durée. On va y revenir. Véronique Joumard, donc vous, on connaît vos interventions à la fois au silo ou bien même dans l'appartement de Daniel Bosser, je reviens à lui, mais aussi sur l'espace public puisque vous intervenez sur le tracé du métro de Toulouse. Voilà, que ça va être une œuvre qu'on attend, je crois, l'année prochaine ou un peu plus tard. Souvent, 2028. 2028, ça a été légèrement retardé. Alors, quand vous entendez ce manifeste, ça vous dit quoi? En fait, moi, je voudrais revenir. J'ai fait plusieurs commandes dans l'espace public et en fait, à chaque fois, je trouve ce qui est important et quand ça se passe bien, c'est quand il y a une entité qui articule en fait et la demande du commanditaire, l'architecte et l'artiste. Enfin, ce dialogue à trois ou à même plusieurs. S'il y a une entité comme Georges pouvait le faire, a pu le faire à Lyon, mais dans plein d'endroits en fait. Si la personne ou la structure est là et le fait avec intelligence, c'est beaucoup plus agréable pour les artistes et généralement ça donne des choses intéressantes. Quand il n'y a pas ça, moi l'expérience que j'ai, c'est que ça ne se passe pas toujours bien, voire que ça se passe mal. Donc c'est là-dessus, je trouve que c'est important. C'est pas simplement avec les architectes, il peut y avoir des conflits. Moi, j'en ai jamais eu vraiment de conflits avec les architectes, mais je pense que c'est vraiment une histoire d'entente entre plusieurs acteurs qui peuvent travailler ensemble, mais il y a vraiment la courroie de transmission est importante. Alors, là, on montre les images justement d'un parking à Lyon. Donc, c'était votre collaboration, je crois, sur l'un des parkings de Lyon. Vous pourriez le situer parce que tout le monde n'est pas familier des sous-sols lyonnais. C'est le parking Fosse aux Ours, en fait. Et mon idée première, c'était de me dire, quand on descend en voiture dans un parking, tout d'un coup on descend dans le souterrain, il n'y a plus la lumière du jour. Donc il y avait cette idée d'avoir quelque chose qui était plutôt du domaine de la nuit, avec cette voie lactée, on va dire, qui est reprise dans les ascenseurs. Et puis à la sortie, il y a, alors là, elles ne sont pas sur les photos, mais il y a des installations avec ces lentilles de Fresnel que j'ai après. En fait, il y a eu après une espèce de porosité parce que je l'ai repris dans des œuvres qui sont des œuvres de collection, de centres d'art. Mais c'est la première fois que j'ai utilisé ces lentilles de Fresnel qui appartiennent aussi à ce vocabulaire de la nuit, du télescope, et donc là, qui était mis en écho avec ces lumières. Et on voyait les voitures à l'envers. Voilà. Parce que quand on était dans les couloirs de sortie du parc, elles nous amusaient, quoi. Tout d'un coup, les voitures qui passaient devant les hublots du couloir, eh bien, elles roulaient sur le toit. Mm-hmm. Ah bah, les gens étaient très contents de trouver des voitures qui roulent sur le toit, vous comprenez. Bon, à Lyon, on aime s'amuser, quoi. Moins qu'à Paris, mais on s'amuse quand même. Oui, alors comment commence cette histoire, cette aventure, on pourrait dire, dans les parkings? Quel est le premier? Le premier, c'est avec Buren, on comprend bien, Place des Terreaux. Non, Ah, ce n'est pas le premier. Non, on n'a pas fait ça avec Buren au début, loin de là. Non, Dans le micro. M'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, c'est ça qui m'a intéressé. Alors après, moi, j'ai suivi ça, c'est le mot in situ. In situ, le problème, on va le développer sur d'autres projets, mais un projet architecte-artiste qui n'a pas de sens dans sa manière d'être, sa manière d'exister, il n'a pas une relation avec le territoire qui l'entoure. Et c'est-à-dire, c'est la nature, c'est la topologie, c'est les fleuves, pour les fleuves, c'est l'eau, c'est pas l'eau, c'est ce qu'on veut, etc. Et puis surtout, c'est une rémémoration, très souvent, de l'histoire politique, économique, culturelle, scientifique. Il y a toujours un lien intelligent entre la conception du travail de l'artiste et de l'architecte par rapport à l'explication et donner du sens, augmenter le sens et révéler le sens de cet endroit. Si on n'apporte rien,
on se contente d'amener quelque chose d'utile, je pense que c'est un peu pauvre et je préfère l'inutile, mais je ne suis pas le seul. On pourrait parler de le beau est utile, on se souvient des formules et autres. Alors, Isabelle, raconte-nous cette histoire à Chambéry, et puis même sur le fond de cette relation architecte-artiste. Comment vous la souhaitez vous-même à l'agence avec Hérault Arnaud, je rappelle. Alors déjà, moi je pense que je suis complètement d'accord avec ce que disait Véronique Joumard, c'est-à-dire qu'il faut organiser les choses. C'est-à-dire, c'est pas genre je dis que les architectes sont tous des vilains, incultes, qui en ont rien à foutre des artistes, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et on a eu beaucoup de discussions ensemble où il me dit mais pourquoi à chaque projet vous faites pas avec un artiste? Tout simplement parce que c'est pas possible. Parce que s'il n'y a pas la volonté de la part d'un maître d'ouvrage d'avoir ce travail d'un architecte et d'un artiste, on peut pas l'inventer tout seul parce que ça va pas tenir. Ça va pas tenir, ça va pas être porté. Et quand un projet n'est pas porté, il peut pas aller au bout. Georges a l'habitude de dire aussi qu'un artiste qui intervient dans un projet, ça coûte rien. C'est pas complètement vrai. Parce que donc, dans des projets déjà où l'économie est tendue, il faut arriver à convaincre un maître d'ouvrage. Donc en fait, c'est pas simple. Voilà. Donc c'est d'abord une question budgétaire. Non, oui, c'est une question de volonté. Parce que c'est vrai qu'au final, le budget, ça peut être pas grand-chose, mais ça s'organise. Pour moi, c'est plus une question de volonté et d'organisation. Voilà, de planter un décor, de planter un cadre dans lequel chacun va trouver sa place. Ça, c'est pour... après, ça peut se passer autrement. L'architecte peut faire son projet, l'artiste intervenir après, ça peut être très bien. Il peut y avoir même des confrontations intéressantes. C'est pas forcément... Ça peut être très bien. Mais je pense que pour créer une vraie collaboration... comme on a eu avec Crane, par exemple, à Chambéry ou pour le MUMO, c'était 2 consultations, en fait, où le parti pris, enfin, le postulat de départ, c'était un travail commun dès le départ entre l'architecte et l'artiste. Donc, à partir de là, après, c'est des questions d'affinité, hein, on peut pas, voilà, on s'entend pas forcément avec tout le monde, mais quand on a trouvé une équipe qui fonctionne, après, une fois que le cadre est en place, c'est assez facile. Hein, je pense que c'est... Voilà. Après, je pense qu'il faut respecter le domaine de compétences de chacun. Dans le cas de Chambéry, je peux raconter un peu comment ça s'est passé. Il se trouve que nous, on a commencé à travailler sur le projet avant que Crane n'arrive. Et on avait déjà mis en place la forme du bâtiment, bon, qu'on a un peu de mal à percevoir là, sur cette image, mais les choses étaient à peu près en place. Et on avait eu cette idée de faire un belvédère qui regarde dans l'axe de la rue historique de Chambéry, qui est la boîte. Voilà, la photo en bas à droite, on voit la sculpture un peu emblématique du vieux centre de Chambéry, qui s'appelle les 4 sans cul, qui sont 4 éléphants dos à dos. Et donc, on avait cette intuition qu'il fallait faire quelque chose, le haut de l'ascenseur et de l'escalier du parking, dans l'axe de cette rue historique. Et donc, Crane arrive dans le jeu. On savait dès le départ qu'on travaillerait avec un artiste. Et là, Crane a complètement retravaillé ça. Et on a travaillé ensemble sur la complémentarité, en fait, de la forme du bâtiment, qui est ces courbes translucides assez douces, et le volume plus anguleux et coloré de la boîte. Mais là c'est pareil, c'est pas un idéal in abstracto, c'est-à-dire que Crane a fait un premier projet de couleur, qu'il a fait comme il a voulu, et on est allé voir, on avait présenté ça à l'architecte des bâtiments de France pour le permis de construire. Et le gars, il dit, non, c'est pas possible, c'est pas du tout les couleurs de Chambéry, non, c'est non. Voilà, donc c'est un peu compliqué de dire à un artiste, en fait, il faut trouver un truc, il faut retravailler par rapport à un contexte, par rapport, voilà, on a fait bons élèves, on allait relever les couleurs du centre-ville de Chambéry, et après, Crane a travaillé à partir de là, et finalement, bon, je pense qu'on s'en est sorti, mais tout ça pour dire que quand l'artiste aussi rentre dans le processus de l'architecture, il entre dans toutes ces contraintes auxquelles on est tout le temps soumis et dont il faut qu'on se sorte en trouvant toujours des solutions pour que l'architecture tienne jusqu'à la fin. Voilà. Crane. Oui, c'était aussi parce que spécifiquement avec ce projet, on a travaillé vraiment assez intense aussi. Et ça, c'est pas toujours comme ça aussi. Je crois que c'est aussi un peu à cause de ça.
Et pour ce sujet, il y a tellement de choses à dire, mais bon, je vais essayer de réagir un petit peu sur ça. Mais alors justement, Kraïn, j'imagine que tu ne travailles pas qu'en France et qu'avec des architectes, je ne sais pas si tu travailles avec Rem Koolhaas ou d'autres aux Pays-Bas, est-ce que précisément cette relation architecte-artiste, elle change dès lors qu'on traverse la frontière ou pas du tout? Bon, mon expérience, c'est vraiment, chaque fois, c'est différent. Il n'y a pas de choses. Mais ce qui est vrai, que je pense, comme position d'artiste, on a besoin vraiment de deux choses. Ça veut dire qu'un médiateur, quelqu'un qui est là pour vraiment t'aider, défendre. Bon, il faut dire, là, je suis dans un environnement vraiment exceptionnel dans cette chose. Il y a des différences, il y a des autres choses, mais avec Joe, par exemple, ce qui était pour moi, et certainement au début aussi, l'idée que j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui 100% a défendu mon position, et ça c'est vraiment extrêmement important, surtout quand on n'est pas encore vraiment expérimenté dans ce domaine. Alors là, c'est extrêmement important. Deuxième, c'est dans beaucoup de cas, dans un bâtiment, il y a un architecte. Aussi là, j'ai des expériences vraiment différentes, mais là, avec Isabelle aussi, c'est un peu le même cas. Dès le début, j'ai senti une énorme confiance et énorme... oui, aussi une énergie où que je me sentais défendu, ou comment dire, et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que ce que je fais comme artiste, c'est pas une chose formelle ni commerciale. Il y a, à côté de ça, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont plus compliquées. Voilà, je crois que ces deux choses sont extrêmement importantes. Et là, je suis avec deux personnes qui, pour moi, c'était vraiment, vraiment le top de ça. Il y a des autres expériences, il faut dire. Hein, ça veut dire que ce n'est pas toujours le cas. Et vraiment, après 30 ans que je suis dans ce domaine, encore, il m'arrive des choses. Bon, je crois que je suis un peu expérimenté, où j'ai des expériences maintenant. Il tombe quelque chose que j'ai quand même incroyable. Comment c'est possible? C'est très difficile quand même. Mais là, oui. Je crois que là, c'est très important ce qu'il vient de dire, parce que aussi les rapports que Isabelle a pu avoir avec Kraïn, à un moment donné, tous, à un moment donné, il faut qu'ils démontrent qu'ils aient envie. Alors, nous, le rôle qu'on a là-dedans, c'est simplement d'arriver à les mettre ensemble, à les faire dialoguer ensemble, et surtout aller jusqu'au bout, tranquillement, en défendant au maximum la position de l'artiste, bien sûr, mais on ne défend plus. Puisque quand les gens deviennent potes, deviennent copains, les choses avancent toutes seules. Mais il faut maintenir en permanence, et j'avoue que les bagarres qui sont obligés de mener vis-à-vis du maître d'ouvrage, mais là où je rejoins complètement Isabelle, c'est que il n'y a pas que l'architecte, il n'y a pas que l'artiste, il n'y a pas que le designer parfois en plus. Mais il y a avant tout le maître d'ouvrage qui a envie de faire quelque chose. S'il n'y a pas l'envie du maître d'ouvrage, on va tomber toujours sur des obstacles financiers, politiques, différentes choses comme ça, etc. Et si le maître d'ouvrage n'a pas la volonté d'aller jusqu'au bout d'un projet qu'il a lancé, à un moment donné, c'est lui qui lance le projet, parce que de toute façon, il faut à un moment donné qu'il choisisse aussi un architecte, et c'est nous qui avons conseillé à Salvadoretti, je dirais, de véritablement le prendre comme architecte, et Arnaud d'un côté, et Hubert Beyer de l'autre. Donc autrement dit, c'est faire prendre conscience à tous ces gens qu'à un moment donné, ils sont là pour arriver à un résultat qui est financier, qui est politique, qui est esthétique et qui est technique. Je pense objectivement que réunir tout ça, à certains moments, il y a des points de passage qui sont pas si faciles que ça. Bravo à ceux qui tentent le coup. Juste dans ce cas, c'était donc Q Park France et Michel Salvadoretti qui est là, le maître d'ouvrage. Et en fait, on a l'impression que c'était tout facile, mais en fait pas du tout. Ça a été une énorme bagarre permanente pour aller au bout, parce qu'ils ont tout essayé de nous faire. Alors pas du tout Q Park, mais au niveau de la ville, il y a eu un changement politique. À un moment donné, ils nous ont demandé
d'enlever l'escalier et le belvédère. Après, ils voulaient réduire le projet, le faire que de 2 ou 3 niveaux. On a eu des réunions publiques avec des gens qui venaient nous dire qu'il ne fallait pas de voiture en centre-ville. Donc voilà. Donc c'était quand même très compliqué et on a réussi à le tenir jusqu'au bout, mais c'était vraiment une espèce de guerre, hein, Michel. C'était quand même pas facile. Hein. Alors, est-ce qu'on peut passer un micro à Michel Salvadoretti, parce que je voudrais savoir comment elle est arrivée à le faire passer, ce projet, au bout du compte. Le plus drôle là-dedans, oui. c'est que, en général, quand les gens sont intelligents, quand les politiques sont intelligents, ça arrive, ils récupèrent le projet que d'autres ont initié. Et ils en font leur... Bien sûr. Tandis que là, on s'est trouvé devant une position où personne de la municipalité n'est venu, si j'ai bien compris, sauf une pauvre adjointe qui a été envoyée là pour dire « nous, on n'est pour rien dans ce truc-là voilà. ». Donc, en général, ça arrive. Moi, j'ai vu souvent des municipalités commander une œuvre d'art, par exemple, et la municipalité suivante, même si elle est opposée, s'emparer de la chose. C'est la moindre des choses, je crois. La continuité. Voilà. La chose publique. Bon. Michel Salvadoretti. Oui, mais je dirais que toutes ces difficultés que vous relatez, elles ne sont pas très importantes. Je pense que ce qui compte, c'est le résultat. C'est le résultat qui n'est aujourd'hui, comme vous dites, voilà, plus du tout controversé par la nouvelle équipe municipale. Et surtout, je pense qu'on a la fierté d'avoir réalisé 2 projets à Chambéry qui marquent le territoire local, qui marquent le territoire urbain, avec des objets qui sont à la fois des objets architecturaux et artistiques, qui marquent à tout jamais cette ville. Et c'est ça la fierté qu'il faut en garder. Donc le parking Ravet que vous voyez là, avec effectivement ce belvédère, ces couleurs. Effectivement, l'architecte des bâtiments de France nous a fait des soucis, mais quelque part, il a rattaché les couleurs de cet ouvrage, de cet objet d'art, quand même aux couleurs de Chambéry qui sont inspirées de l'Italie. Voilà, on est dans les camailleux d'inspiration italienne, et peut-être que c'était une bonne chose aussi qu'ils viennent donner le ton et nous ramener à quelque chose qui va vraiment s'enraciner dans la ville de Chambéry. Je ne sais pas si vous avez des images de l'autre ouvrage que nous avons créé avec Philippe Barbélière ici présent, c'est le parking Cassine. Également, c'est un parking où Crane a, d'une manière assez cohérente avec ce qu'il a fait sur Ravet, il a également apporté sa touche artistique à travers une terrasse du parking qui est une promenade urbaine. Et surtout, cette promenade urbaine avec des objets d'art qui la jalonnent relie 2 quartiers de Chambéry. Relie un quartier isolé, le quartier Reclus, hein, c'est son nom, au centre-ville de Chambéry. Donc à la fois, on a un objet architectural, des objets artistiques qui sont venus l'enrichir, et on a surtout des enclavés, grâce à cet objet architectural, un quartier de Chambéry pour le relier. Donc on a fait du lien social aussi, on a fait du culturel, on a créé un lien social dans la ville de Chambéry. Donc ça veut dire que ces ouvrages qu'on a construits, qui ont été pensés par des gens de sensibilités différentes, et on oublie aussi Mengzi, qui est intervenu au niveau de la charte identitaire, parce qu'on a créé aussi une charte identitaire. Mengzi qui est là, je ne sais pas où il est. Voilà, Mengzi qui a aussi amené sa contribution pour créer véritablement une charte identitaire, une signalétique propre à la ville de Chambéry, dans les couleurs héraldiques de la ville de Chambéry aussi. Donc tout ça, tout ça a été composé par différentes sensibilités. Et ce qui compte finalement, on oublie toutes ces querelles, toutes ces difficultés, c'est le résultat qui compte. Et cette marque qu'on a laissée, en tout cas moi en tant que maître d'ouvrage, et modestement maître d'ouvrage opérateur de stationnement et de mobilité, c'est une des fiertés de mon travail que d'apporter effectivement cette contribution-là à la ville. En tout cas, ce que je note, je m'adresse aux critiques d'art, là, que finalement sur les projets de mobilité, on le voit avec le tramway, Strasbourg, Toulouse, mais ici à Paris et dans le Grand Paris, en effet avec le projet du Grand Paris Express, la relation architecture-art semble être encore plus facile. Elle semble même être attendue. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée d'une sorte de musée à ciel ouvert, puisque c'est en fait ça que ça donne dans une sorte de chaînage de projets à l'échelle d'un territoire? Avec le micro, s'il vous plaît.
Je pense que c'est une question de temps aussi, surtout. Quand on a commencé pour Lyon Parc Auto, c'est une aventure de 30 ans quand même, au minimum. Et dès le départ, est posée la question de différents types de créateurs qui vont travailler ensemble dès le début. C'est-à-dire que pour Lyon Parc Auto, ça a été de Jean-Michel Villemotte pour faire tout ce qui était design, rambarde, ces choses-là. Ça a été Yann Pénors qui a dessiné tout le graphisme. Ça a été ensuite, dès le départ, un artiste avec un architecte. Donc on a commencé avec François Morellet pour le Parc République, etc. Et ce qui est important, c'est que, si vous voulez, le départ, vous avez une expo de Paul Andreu en ce moment. Qu'est-ce qu'a fait Paul Andreu? La première chose qu'il a fait, il a pris un graphiste, et pas le moindre. Exactement. Il a pris des designers, un designer, c'était pas Villemotte, mais c'était Motte. Motte. Etc. Donc, il a pris un coloriste, et tout ça s'est mis en place comme ça. Donc, c'est pas tout neuf, mais ce que disait Jo à juste titre, il faut quelqu'un qui tienne. Là, ça a tenu 30 ans pour Lyon Parc Auto. Donc, j'espère que ça va tenir 30 ans pour Q-Park. Mais avec une volonté farouche et puis tête sur le terrain. On a fait quand même, quand Lyon Parc Auto a lancé le projet, Jean-Louis Mauban et moi-même avons été invités à former tout le personnel, des cadres supérieurs aux gardiens de parking. Et il y a eu une session 10 ans après, parce que ça se renouvelle évidemment. Et on prenait les gens en groupe pendant 2 jours de suite, repas compris, avec une psychologue qui nous accompagnait pour gérer le groupe. Et c'est une expérience extraordinaire pour moi parce que j'ai découvert une chose que j'ai comprise. Les cadres supérieurs sont des gens qui ont l'habitude de se bouger la tête, sinon ils ne seraient pas cadres supérieurs. Donc, ils s'adaptent très très vite. On leur parle d'art contemporain, ils n'en ont jamais entendu parler, mais bon, ils s'adaptent. Le gardien de parking, lui, n'a strictement rien à perdre, il ne connaît rien. Et il devient militant, je dirais presque. Il nous apporte des images, il dit j'ai vu ça à la télévision, tout ça, c'était formidable. Et la grosse résistance qui devient même violente, ça se fait avec les cadres moyens, qui eux ont le pouvoir sur les autres, sur le personnel, et ce pouvoir il tient à pratiquement rien, à une petite culture qui est vraiment figée, et là on ne peut pas les faire bouger ceux-là. L'expérience qu'on a eue, elle était très violente avec ces cadres-là, pas avec les subalternes, pas avec les cadres supérieurs. Il a raison. Petit détail légèrement différent, le directeur technique de Lyon Parc Auto, quand on a fait un ou deux parcs, tout d'un coup il s'est mis à faire des œuvres d'art avec des moellons entourés d'un tissu, et il avait signé ça avec mon nom, mais en changeant dans la signification du mot. Mais pour les gens, voilà, les conneries que nous fait faire Vernet Caron, on va peut-être arrêter. Et c'était le directeur technique de Lyon Parc Auto. Je suis d'accord philosophiquement, généralement, tu as raison. Expérimentalement. Mais quand tu es sur le terrain et qu'il y a on trouve des gens comme ça, quoi. Et c'est pas grave. On peut y arriver quand même. Mais chaque fois, chaque fois, c'est une aventure. Mais moi, personnellement, il n'y a que l'aventure qui m'intéresse. S'il n'y a pas d'aventure, c'est pas drôle. Alors, quand on a commencé tout le récollement pour arriver à faire cette publication, on avait trouvé comme titre provisoire sans titre, parce que c'est exactement la position de Joe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de titre là-dedans. Lui, il a un rôle essentiel entre les maîtres d'œuvre et puis les artistes, etc. Ce que continue Archibald d'ailleurs.
Et en même temps, ce rôle, il est de persuader et d'accompagner en permanence. Tu ne vas pas te choquer, mais parce que pour moi, c'est une espèce d'enzyme plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose, une enzyme, oui, qui est mue par une envie, mais qui permet la fusion de tous ces gens et qui permet de faire avancer un projet. Alors effectivement, il faut des maîtres d'œuvre qui est l'âme chevillée au corps, eux aussi, comme, Oui, aussi. comme Monsieur Bordry ici, pour entre autres pour toute la question du quai Rambaud, qui n'a pas été une petite affaire non plus. En effet, c'était une belle série, là aussi, une volonté de maîtrise d'ouvrage, on l'a dit. Donc, hommage rendu à... Il est là-bas, lui. Voilà, il est là. Nous t'avons annoncé tout à l'heure. Lui, il avait des expériences d'abord, avant que je le connaisse. C'est vrai, ça en avait fait grâce au Le long du canal de la Bourgogne. Hein, oui. Voilà. Il avait d'autres expériences déjà en art sur des chantiers. Des ponts en carton avec Shigeru Ban, des choses comme ça. La halle du toueur, pas du tueur, hein, toueur. Et c'est vrai que il a été aussi, il est encore administrateur de l'Institut d'art contemporain. Il a été nommé il y a très longtemps par Jean-Louis Mauban. Et c'est quelqu'un de très cultivé, qui m'a emmené d'ailleurs découvrir dans le monde entier des choses formidables. Et c'est vrai qu'avec la culture et l'envie, eh ben, ça y est, ça marche. Et par faire les 5 chantiers du quai Rambaud à Lyon en 14 ans, c'était pas évident du tout. Et surtout que quand on a présenté les maquettes à Monsieur le maire, qui n'est plus là, qui nous a dit, qu'il a dit à l'époque, mais Georges, tu vas me faire perdre toutes mes voix avec des trucs pareils. Les Lyonnais, ils n'aiment pas ça. Alors, écoutez, Francis, si tu veux rester un conservateur de trucs plus ou moins bizarres, ou plutôt historiques, mais dont tout le monde se fout aujourd'hui, si tu veux faire partie des maires qui créent quelque chose pour leur ville, eh ben, on y va, quoi. Il dit, oui, mais Georges, ça me coûte combien? Et M. Baudry était là, à côté de moi, bien sûr, on était ensemble, et il dit, monsieur le maire, ça ne vous coûte rien. La tête de Colomb, mais c'est pas possible, ne me mentez pas. Vous ne vous rendez pas compte, moi je prends des risques énormes, je suis maire de Lyon, vous rendez pas compte. Monsieur le maire, c'est promis. Vous promettez, moi je ne sors pas un centime de cette opération. Il dit non, c'est vrai. Bon, c'est d'accord, on y va. On a eu le permis de construire de 5 bâtiments en 5 minutes. C'est ça l'architecture aussi. Et c'est ça qui est formidable. Non, mais c'est inimaginable. Il suffit qu'un maître d'ouvrage dise oui, et ça change la face du monde. Il y a plus de maîtres d'ouvrage dans la salle, là? S'il y en a beaucoup... Il y en a. Vous aimez l'aventure? Vous voulez venir avec nous? C'est quand vous voulez. Je dis ça, c'est une plaisanterie. Mais en réalité, c'est uniquement le oui. Et dans le livre, vous allez voir, il y a le fameux oui de Philippe Thomas. Le oui de Philippe Thomas, qu'on a exposé dans votre galerie en époque, etc. Dans le micro, s'il te plaît. Oui, et le oui de Philippe Thomas, mais c'est simplement, il suffit de dire oui pour changer la face du monde. Il l'a dit, Philippe Thomas. Malheureusement, il n'est plus vivant. Il est parti. Ceci étant dit, pour moi, c'était aussi un des artistes sur lequel j'ai eu un contact tout à fait étonnant. Je dirais qui était vraiment là. Donc, soyons clairs. Je pense que quand on parle de l'art, on parlera après du pourquoi on fait ça et à quoi ça sert. C'est amusant parce qu'en t'entendant, ça m'a rappelé un slogan d'une banque que je ne nommerai pas qui disait « Le pouvoir de dire oui hein ». C'est en fait ça dont tu parles. Dominique, si on parle d'un bâtiment public comme le Frac-Centre, donc là aussi, le Frac-Centre expérimental dans sa collection depuis toujours, avec Frédéric Miguerou, avec Marie-Ange Breyer et autres, et à un moment, il faut... François Bordry, président du Frac-Centre. Bien sûr, je ne le disais pas par hasard, voilà, j'allais y venir, donc bravo encore à lui, et bien, il y a l'émergence de ces turbulences.
Mais si on s'en était arrêté là, on pourrait parler uniquement d'architecture. On pourrait dire, tiens, ben voilà, quelque chose qui est dans un cadre de patrimoine militaire, ex-militaire, eh bien, d'un seul coup, la ville d'Orléans se réveille. Voilà. Mais ce n'est pas que ça, car la nuit, hein, eh bien, les artistes arrivent et c'est Electric Shadows. Comment vient cette idée? Est-ce que c'est une commande du FRAC d'associer absolument les deux? Ou bien c'est vous qui dites, eh bien, il faut absolument les intégrer. Comment ça se passe? Non, tout à fait. Il y a plusieurs cas de figure. Mais dans le cas de figure du FRAC Centre, c'est très original, parce que c'était un concours marché public, mais il était demandé dès le concours de s'inscrire avec un artiste. Donc les 4 ou les 5 candidats étaient chacun inscrits avec un architecte, avec un artiste, pardon. Mais j'avoue que je n'ai jamais rencontré à nouveau cette situation. Et je pense que c'est parce qu'il y avait une équipe passionnée d'art et d'architecture qui était autour du FRAC Centre. Donc, vous les avez cités, François Baudry, Frédéric Miguero, Marie-Ange Braillère. Et je pense que la demande était émise à ce moment-là. Donc, pour nous, bien sûr, c'était fantastique. On s'est inscrit avec Electronic Shadows, avec qui on a fait le concours, avec Nazia Mestaoui, pareil, qui n'est plus avec nous, qui est une architecte artiste vraiment incroyable, et Yacine Ekassi. Et c'est un peu comme en parallèle avec les bâtiments à confluence. On a proposé, enfin on s'est dit avec Electronic Shadows, travaillons ensemble sur le bâtiment. C'est pas un bâtiment, une œuvre. On fait œuvre commune, on fait bâtiment commun, on fait œuvre commune. Et donc, en effet, l'intervention de Electronic Shadows, ils ont ponctué de plein de petites LED la peau du bâtiment, ce qui fait que la journée, l'intervention n'est pas très visible. Mais dès que la nuit arrive, là vous voyez sur la photo, c'est des LED qui sont commandés par un ordinateur qui est paramétré, Oui. avec plein de paramètres que finalement travaille Electronic Shadows. C'est un point très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projections sur des monuments, sur des carrières, sur des choses comme ça. Là, c'est au contraire c'est un bâtiment dans qui l'architecture. s'exprime. Voilà. Et, c'est sa peau en ça, fait qui tout à fait. s'exprime. On va avoir un détail. Normalement, on a un petit détail, peut-être précédemment, dans une photo de jour. Voilà, vous le voyez ici. Tous ces panneaux de métal qui sont réfléchissants gris-rose, en fait, sont perforés de toutes ces petites LED qui sont pilotées par un ordinateur, par une programmation qui est faite par Electronic Shadows. Et en fait, ces LED aussi se propagent au sol, parce que dans les turbulences, on a vraiment une structure qui vient se soulever, qui émerge du sol. À l'origine, c'est une structure qui vient relier 4 bâtiments de constructions différentes, d'époques différentes. Et on a voulu faire un bâtiment qui finalement vient se raccorder à chacun d'entre eux pour créer une nouvelle histoire commune. Donc c'était assez compliqué parce que chaque bâtiment avait bien sûr des hauteurs de niveau différentes, une topographie de sol qui est très importante dans ce projet. Quand vous rentrez, vous descendez une grande rampe. Donc bien sûr, il y a un hommage quelque part à Claude Parent qui, je crois, était dans le jury. Il était dans le jury, je confirme. Et le sol se soulève pour venir un petit peu en balcon sur la ville. Je ne sais pas s'il y a la photo. Voilà, comme vous pouvez voir dans cette image, on a la cathédrale d'Orléans dans le fond, et vous voyez comment le sol à un moment se soulève et devient un balcon sur la ville. Et cette surface extérieure, elle est extrêmement importante dans le projet. Alors juste pour parler un petit peu d'architecture, on est là pour parler des artistes, mais l'intervention très importante et qui a créé c'est une rare difficulté avec les commanditaires urbains de la mairie et la ville, c'est qu'en fait on a démoli un bâtiment militaire qui était sur le boulevard. Et pourquoi on l'a démoli? Parce que pour nous, un musée, un espace d'art doit s'ouvrir vers l'espace urbain, doit devoir chercher son public. Et avant, je ne sais pas si vous vous en rappelez, les premiers Archilabs, on avait un grand bâtiment rentré par un porche très discret. Et pour nous, c'était trop discret. On a voulu donc créer une place ouverte sur la ville. C'est d'abord un espace public. C'est d'abord un espace public. Voilà. Après une architecture. Et on rentre librement dans cet espace public où on a cette œuvre d'art, en fait, et cette architecture qui vous entoure. Donc, cette intervention de Electronic Shadows, là, vous voyez leurs dessins. Donc, en fait, ils ont récupéré nos fichiers 3D et comment ils sont venus ponctuer tous ces fichiers de leur LED qui sont donc ensuite pilotés. Vous avez chaque fois des dessins complètement différents et puis qui peuvent continuer à évoluer. Et d'ailleurs, là, on a le FRAC Centre qui est rentré à nouveau en contact avec Electronic Shadows, Yacine Ekassi, pour un petit peu revisiter cette œuvre quelques années plus tard.
Non, c'est une très belle expérience, hein, et on s'en souvient tous, on l'a vu émerger, on a suivi le concours, il y a toujours des propositions intéressantes dans un concours, même des choses très, j'allais dire, très conflictuelles par rapport à un existant, et là, il y avait une proposition tout à fait nouvelle. Je ne parle pas uniquement de la forme, je parle de cette relation avec les artistes, là, par la lumière, et pas uniquement dans une sorte de je t'envoie. Oui, oui, Voilà, et j'ai adoré le travail de James Turrell sur le pont du Gard, je m'empresse de le dire au passage. En l'an 2000, souvenez-vous, où il avait fait ces variations absolument extraordinaires. Donc, on voit bien, là, Jo, que ok, c'est toujours une question de maîtrise d'ouvrage. En fait, reprends le. Alors, pour l'hôpital de Lyon, parce que on a vu le travail de Cécile Barre, par exemple. Donc, un hôpital n'a pas forcément tout de suite besoin d'un artiste, pas besoin tout de suite. Mais il y en a peut-être pas mais prévu. c'était même pas prévu. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a aussi d'autres aventures qui sont en effet pas prévues. C'était plus ou moins une demande du maire de Lyon face aux architectes désignés par la ville pour faire le truc. Maire de Lyon qui n'était pas colon à l'époque. Hein. Oui. Aussi. Si, déjà. Oui, Si. c'était lui. Oui, c'était lui. Non, le problème c'est que les architectes avaient fait un truc, c'était un parallélépipède rectangle, et voilà. Bon, c'est gentil. Là. Pour faire un hôpital, moi, parallélépipède rectangle, me dit pas que c'est fait. Disons une boîte Me fonctionnelle. dit pas pour soigner les gens. Voilà. C'était pour faire tant de lits, tant de salles d'opération, tant de machins, c'était mathématiques, bien, etc. Tu sais que souvent les programmes se réduisent à ça, hein, pour un hôpital. Non, mais bien sûr, mais c'était effrayant. Ça n'a aucun intérêt, surtout que c'était à côté d'une très belle université à Lyon, qui est l'université de l'arrondissement, qui est très belle, et c'était vraiment une tâche. Quoi. Sur le quai du Rhône, c'était une tâche. Les architectes n'avaient pas peur de faire des tâches dans la ville. Il y en a beaucoup qui en font. Donc je dis simplement, là il a fallu, c'est le maire qui nous a appelés, en disant c'est vraiment trop vilain, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il fallait sauver le projet, si je comprends bien. Sauver le projet, t'as raison. Mais donc il dit, mais moi je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire un concours d'artistes. Le maire, il nous dit, ah bon, et alors, un concours d'artistes sur cette espèce de rectangle, là, etc. Donc on a fait le concours d'artistes. Et il y avait 5 ou 6 artistes, je crois. Alors, il y avait des projets impossibles, complètement faux. Et puis il y avait Cécile. Et Cécile, très modestement, puisqu'elle est modeste, c'est pas une grande gueule, c'est pas. Et objectivement, elle dit, eh ben moi, je peux faire des choses avec de la couleur, etc. On met la couleur comment alors, toutes les façades étaient en verre, hein, le calpinage de la façade était fait, on ne pouvait pas tout casser. Et c'était déjà en début de construction, enfin c'est bordel quoi. Donc pour arriver à maître d'ouvrage qui est en réalité, c'était les gens de la santé au niveau du ministère comme au niveau du reste, etc. Et finalement, elles sont contentes de dire, je fais une peinture d'accompagnement. Ah ben accompagner, ça ne choque pas les politiques. Hein. On l'accompagne, on ne sait pas, les gens ils ne vont pas tout casser quoi. Donc, en réalité, c'est ça. Et Cécile est venue, et on a discuté avec Cécile. Et Cécile, démerde-toi, il faut que tu gardes des couleurs qu'on retrouve parfois dans l'environnement. Parce que tu fais de l'in situ, quoi. Tu ne vas pas faire, on ne fait pas un parking à Nice ou à Acapulco, on le fait à Lyon. Donc, on fait le truc, etc. Et elle fait ses propositions. Et puis, c'est elle qui m'a dit, mais Georges, en plus, les hôpitaux, on rentre debout et on sort les pieds devant, ou si on rentre les pieds devant, et on sort debout. Donc, c'est le hasard, quoi. Donc, toute ma façade, ça ne sera pas organisé, ça sera le hasard. Il n'y a rien, c'est pas du tout organisé. Donc, tous les panneaux, de toute façon, étaient prévus. Les panneaux en verre, etc. Et donc, elle est partie des couleurs de tous les toits qui étaient en face, c'est-à-dire sur l'autre côté du Rhône. Puis elle est partie aussi de la couleur du ciel et de elle est partie de la couleur du fleuve, je dirais
l'humain, c'est un espèce de vert bleu, un vert d'eau. Et donc, et du jaune qui était, qui est exactement, quand on écorche un platane, c'est le jaune qui est dessous. Je veux dire, un jaune paille, mais qui est très beau. Et donc, elle est partie de ces couleurs. Et donc, l'adjointe, qui était l'adjointe des associations à Lyon, qui est venue un matin et qui a vu les couleurs qu'on voulait faire, etc., elle a dit, j'aime pas du tout ça. Il faut que vous n'aimez pas, c'est les couleurs qui sont autour de vous. Ah bon, lesquelles? Je lui montre les toits d'en face, je lui montre la tête. Il dit, mais ce gris, là, j'aime pas ce gris. Elle dit, chère madame, vous avez un problème de vie personnelle. Vous devez être très malheureuse. Ah, ouais, malheureux, mais qu'est-ce que j'ai? Mais vous avez une robe, elle n'est que grise par des petits carreaux, gris fort, gris pas fort, gris pas fort. Vous vivez dans l'enfer. Moi, vous faites comme vous voulez, mais vous n'allez pas vivre longtemps. Donc, de toute façon, elle dit, ah bon, j'avais pas vu ma robe. Et ce matin, elle a vu sa robe. Hein. Bon. Ouais, finalement, le dialogue s'est arrêté là, et on a pu faire les couleurs de Cécile Barthes. Et comme quoi, chaque fois, c'est une aventure. Dans le micro. On ne sait pas pourquoi on le fait, mais le principal, c'est d'arriver à convaincre les gens, je dirais, qu'on peut le faire. Et quand on arrive à les convaincre qu'on peut le faire, et que tout le monde est d'accord, le maître d'œuvre, l'artiste, la conseillère municipale, l'adjointe municipale qui était pas très intéressante, mais de toute façon, ça nous a permis de réargumenter tout le travail ici. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est possible. Non, mais en effet, je crois que personne ne doute sur le fait que ce soit possible. La preuve, c'est que ce livre le raconte très bien. Et puis, il y a énormément de projets maintenant dans le monde où ces relations-là existent. Donc, il y a toujours des gens pour les porter. Par exemple, à Reykjavik, Ólafur Eliasson, il a travaillé sur toutes les façades avec un système, avec l'architecte très technique, très technique. Donc là, c'est intéressant, ça rappelle ton histoire. Les projets ne sont pas les mêmes, mais c'est l'idée de travailler vraiment dans la conception et d'intégrer cette dimension artistique dans le projet architectural. À condition qu'on ne monte pas des usines à gaz qu'on ne peut pas entretenir. Le problème, ce qui est intéressant, c'est quand on aborde ce problème de création pour l'identité d'une ville, pour l'enrichir, lui apporter quelque chose de plus que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, je dirais, il faut se dire que ça n'a d'intérêt que si ce n'est pas de l'éphémère, ce n'est pas de la peinturlure. Alors, on va parler de la différence entre la peinturlure d'aujourd'hui sur toutes les façades par des gens qu'on appelle des artistes aussi, il paraît. Donc ça ne m'intéresse pas. D'abord, c'était de la peinture qui va vieillir, qu'on ne refera jamais, de toute façon, ça va disparaître. Ça n'a aucun intérêt pour la ville. Si on veut travailler sur l'identité d'un territoire avec de la durée, et il n'y a que la durée qui permet. Vous connaissez la Tour Eiffel? Elle est encore là. Donc je dis simplement qu'à un moment donné, il faut quand même se poser pourquoi on fait ça et comment on le fait et avec quel objectif. Je veux dire, c'est pas possible autrement. Donc c'est pour ça que les trucs trop compliqués me semblent et trop durs à rénover si la technologie est une technologie trop dangereuse pour l'entretien, j'entends. Je veux dire que je pense qu'on ne fait pas notre boulot. Alors que quand on le fait tranquillement, avec la durée et avec la conscience de cette durée, on va peut-être réveiller la ville et réveiller un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on titrait ce livre, Création, c'est vraiment la renaissance du patrimoine. C'est grâce au patrimoine, c'est grâce à la création qu'on va renouveler le patrimoine, je dirais, qu'il soit récent ou qu'il soit très ancien. Je trouve dommage, objectivement, que pour Notre-Dame à Paris, eh ben, on a interdit les artistes pratiquement. Donc c'est un peu dommage. Je ne sais pas qui a décidé ça, mais je pense que ce n'est pas un bon. Je dis simplement que sur tous ces problèmes-là, il faut avoir conscience de ça et trouver des maîtres d'ouvrage qui ont la même conscience, je dirais, au niveau de tout ce qui vont aider les artistes à bâtir avec eux. Donc sinon, ce n'est pas la peine. Donc, et c'est vrai qu'on a un besoin fou quand on voit le nombre d'endroits en France
Et c'est pour ça que toutes les flèches aujourd'hui qui existent dans toutes les villes, autour, dedans, au milieu, qu'est-ce qu'on fait avec? Si on trouve de mettre d'ouvrages intelligents et qui ont des envies, et si on arrive à constituer des équipes globalement cohérentes et qui s'entendent, des équipes pleines de connivence, pleines d'amitié, pleines de volonté et d'envie pour arriver jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés rencontrées. Et chaque fois, c'est des difficultés et c'est des aventures, il n'y a pas de secret. Donc, autrement dit, tout est possible. Et on peut complètement revoir la totalité du patrimoine français ancien ou moins ancien, et je dirais les attaquer avec simplement ce même état d'esprit. C'est tout. Donc, c'est simple. Alors, pourquoi ne le fait-on pas? Qui est contre? Vous voulez que je vous le dise? Ben, je ne vous le dirai pas. Alors, Isabelle, justement, les friches, s'il y a bien que les choses, on parle beaucoup des tiers-lieux aujourd'hui, c'est vraiment le sujet à la mode. En tout cas, il y a des reconversions totalement possibles. Il y a l'autre, et justement, toi qui as travaillé dans le Nord, précisément sur une friche avec, là, il y a l'expérimentation sonore. Je crois qu'il y avait une salle de musique contemporaine, c'est comme ça qu'on les appelle, les SMAC. Comment ça se passe? J'imagine que, parce que l'une des plus belles reconversions industrielles, c'est quand même la Tate Modern à Londres, où le nombre d'artistes qui auront présenté, encore une fois, Olafur Eliasson, souvenez-vous du Weather Project, par exemple, mais aussi Louise Bourgeois et autres, on pourrait faire une longue liste de choses absolument sublimes dans cet espace. Architecture, art, là ça fonctionne. Oui, mais c'est un lieu dédié à l'art, c'est quand même particulier. Oui. Si on pouvait faire ça dans toutes les friches, ça serait formidable, mais... N'est-ce pas s'il y avait un architecte dans la construction? Il y avait un architecte à l'origine et il y a eu un architecte après, Herzog de Meuron. Oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ce projet par rapport au sujet, mais c'est vrai qu'on est dedans. En fait, Francis parle d'un projet d'une friche industrielle qu'on a reconverti dans le nord de la France. C'est un projet qui a duré 10 ans. C'est un ancien site minier qui s'appelle le 99 bis à Wagny. Et le sujet, c'était de proposer une nouvelle fonction pour ce site. C'était un concours très ouvert à la base. Et nous, on avait répondu avec un musicien et designer sonore qui s'appelait Louis Dandrel, qui est décédé l'année dernière. Et donc, avec Louis, on a proposé de reconvertir ce site en un lieu dédié au son et à la musique contemporaine. Et on a proposé tout un programme, dont une salle de concert de 1000 places, et qui est aussi un instrument de musique urbain. Donc, en fait, c'était un projet complètement expérimental de faire cette salle de concert, donc qui est, on va dire, une SMAC, une salle de musique actuelle à l'intérieur. Et on a enveloppé le bâtiment de plaques de différents matériaux qui étaient reliés à des aiguilles vibrantes et qui pouvaient transmettre des sons à travers les plaques. Et un autre système de fabrication du son qui était dérivé d'instruments de musique classiques, en fait, qui étaient détournés et pilotés par des interfaces informatiques. En fait, c'est un projet qui nous a pris des années. C'était vraiment un projet de recherche qu'on a financé nous-mêmes parce qu'on n'a eu aucun crédit pour ça. On a fait des prototypes, voilà. Et l'inauguration, c'était complètement raté parce que c'était pas fini. Enfin, c'était vraiment un projet qui nous a été très très complexe. Et finalement, on a réussi à le faire marcher et on a produit un bâtiment qui peut être joué comme d'un instrument de musique électronique à partir d'un clavier MIDI ou d'ordinateur. Et en fait, on écoute l'instrument en marchant autour du bâtiment puisque les sons se diffusent en fait sur les 50 mètres de façade de part et d'autre. Et donc ça, c'est pour les plaques c'est comme un instrument à 48 pistes en fait qui envoie du son dans l'espace. Le son est spatialisé et se déplace. Et les instruments qui sont sous le porche, pilotés par des interfaces informatiques, en fait, sont plus classiques d'une certaine manière. Et on peut faire des créations à la fois avec les plaques et avec les instruments.
Mais là encore, on s'est heurté et il faut que je le raconte parce que enfin, je trouve que c'est un peu grave. On a fait ce projet avec un maire qui l'a complètement soutenu et porté, qui avait embauché 2 jeunes urbanistes qui étaient des gens formidables et on avait vraiment l'impression de réinventer le monde. En plus avec Louis qui était complètement enthousiaste sur ce projet. Enfin, on a énormément passé de temps ensemble et pour arriver à faire marcher cette énorme machine. Et la municipalité a changé, les nouveaux comprenaient vraiment pas ce truc. Et finalement, nous, on a fait ça pour des compositeurs internationaux viennent travailler avec cet instrument bizarre. Et en fait, c'est les élèves des écoles autour qui viennent faire Gling-Glong avec un animateur. Voilà, donc on peut dire ça peut aussi être pas forcément glorieux. Alors peut-être que ça va repartir, il y a une nouvelle directrice du site. Voilà. Mais il faut quand même dire que les choses ne sont pas toujours simples. Même quand on arrive à les réaliser, après, il faut savoir les utiliser, il faut savoir les mettre en valeur, les entretenir. Et c'est souvent le problème aussi. Pour l'instant, t'en es où? Ah bah ça, l'instrument marche. Ouais, ouais. Tous les jours, en fait, toutes les heures, il y a des gens qui font des compositions. Et déjà, toutes les heures, il y a une composition qui est envoyée dans les plaques, donc qui est autour du bâtiment. Et voilà, mais c'est pas au niveau où on aurait voulu. En tout cas, je voulais souligner la dimension expérimentale de ce projet, comme dans celui du FRAC, parce que oui, exactement. La lumière aussi, on avait Oui. travaillé aussi avec un éclairagiste qui a fait tout un programme lumineux. Ouais, non, parce que nous, c'est vrai que c'est l'Electronic Shadows qui continue finalement à piloter le programme lumineux qui peut changer tout le temps. Donc c'est intéressant. Alors, Jo, mais je m'adresse aussi à tous les autres. Il y a des villes, je veux parler par exemple de Nantes, avec le fameux voyage à Nantes, le travail de Jean Blaise, et aussi au Havre, aujourd'hui, ou sur l'espace public. Là, les artistes sont invités, j'allais dire, à toutes les échelles, de Wurm en passant par bien d'autres qui... vous avez vu ce travail-là. Donc là, on a l'impression qu'on gagne du terrain, si je puis dire, sur le fameux manifeste de 2002. Hein, sur les artistes font la ville. Bah oui, ils sont même, j'allais dire, non pas les opérateurs, mais les acteurs. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une véritable acceptation, je dirais, des possibilités que ça peut apporter pour une ville, pour son image, pour l'identité du territoire lui-même, je dirais. C'est important. Tout à l'heure, je vous ai l'exemple de la Tour Eiffel qu'on n'a pas rasée, n'est-ce pas? Mais je pense qu'on repart régulièrement tous les ans. Hein, enfin, un petit peu. Non, pas tous les ans, mais il y a des campagnes régulières. Un morceau tous les ans, oui. Non. Et c'est vrai que c'est la seule image qui dit que c'est Paris, quoi. Il n'y en a pas 36. Et on a vu, comme en design, Londres est en train de bousiller par la publicité tous ces bus qui étaient très beaux, rouges, puis il y a 2 étages, tout ça, on ne reconnaît plus rien. Les taxis eux-mêmes sont envahis de publicité, on ne reconnaît même pas les taxis londoniens. Mais c'est effrayant, quoi. Ils maquillent leur patrimoine. Hein. Une cabine téléphonique, bon, il n'y en a plus besoin maintenant, puisqu'on a tous le téléphone dans la main. Ceci étant dit, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses que malheureusement, pour des problèmes techniques, pour des problèmes financiers, pour d'autres problèmes, tout d'un coup on efface ces choses. Au lieu de les reprendre, d'en refaire quelque chose pour l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, bien sûr qu'il faut des progrès, il faut de l'invention. Et je crois que moi, quand je vois ces 2 exemples avec la musique, avec l'architecture, tout ça, etc., il faut des artistes pour l'imaginer. Parce que c'est pas, je connais pas beaucoup de... Si, elle, c'est une architecte aussi, oui. Et il paraît qu'elle réfléchit un peu, puis de temps en temps, elle a des idées, bon. Donc, c'est ça le problème. Mais elle peut le faire avec des artistes aussi, bon. Donc, je crois que ça n'a pas de problème. Tout est possible. Il n'y a qu'un seul mot, c'est la création. C'est le T2I, hein, création. Et puis, le deuxième mot, c'est la pérennité et la durée. On ne travaille pas pour après-demain. Il n'y a pas l'intérêt de travailler pour après-demain. Moi, j'ai des petits-enfants aussi, je travaille un peu pour eux, mais surtout pour leurs enfants à eux. Je veux dire,
Est-ce qu'on veut faire quelque chose de durable, c'est tout, plutôt que de faire quelque chose qu'on veut détruire dans 25 ans. Ça ne sert à rien. Donc ça fait partie de l'ensemble. Mais alors, le vrai problème, c'est comment on arrive à augmenter, et comment. M. Baudry, il a l'air de rien, il est là-bas. Il dit rien dans un coin, etc. Moi, c'est avec lui qu'on a fait le carambour, on a mis 14 ans. C'est ça, ça peut près. On a démarré, et en 14 ans, on a fait 5 immeubles, je crois, c'est ça. Et comment ça s'est fait? Eh bien, ça s'est fait tout simplement, je veux dire. Et donc, on peut, sur une friche industrielle sur laquelle il fallait tout raser et tout refaire, la ville de Lyon voulait absolument, à un moment donné, se lancer dessus, je dirais, mais c'est François qui a lutté contre l'adjoint urbaniste qui voulait faire, pour faire des frics pour la ville, quoi, je veux dire. Faire des bâtiments, des parallélépipèdes, les uns à côté des autres, pour faire n'importe quoi. Donc, c'est lui qui a lutté. Autrement dit, à un moment donné, il s'est dit, je suis propriétaire, il n'était pas propriétaire lui-même, c'était Voies navigables de France, dont il était le président. Donc, c'est lui qui a dit, pas question que je fasse un quai très vilain, etc., pour faire on ne sait pas quoi, je voudrais faire quelque chose de bien. Et donc, en tant que propriétaire avec VNF de tout le quai, je dirais, c'est lui qui a dit, moi, je veux faire quelque chose de bien. Et c'est grâce à lui qu'on a lancé ensemble. D'abord, on a eu l'interdiction de le faire, parce que le patron de cette zone, qui était nommé par le maire en question, dit, c'est moi le chef, vous n'avez pas le droit de faire un concours, ce n'est pas votre métier. C'est vrai que je ne l'avais jamais fait. Hein, et donc, je dis, monsieur, j'ai à côté de moi le président de VNF, celui qui a le terrain, il fait ce qu'il veut. Il me dit, ouais, mais il faut discuter avec moi, c'est moi le patron de la zone, tout ça, etc. Et finalement, avec François, je ne sais pas comment il a fait, mais il s'est débrouillé, hein, il a créé une société de promotion immobilière avec la Caisse des dépôts, avec ses potes, avec des banquiers, ce qu'on veut. Bon. Et puis, cette société immobilière... Pardon. Donc, voilà, il faut que je suce le micro, alors. Je n'ai pas l'habitude de sucer les micros, moi. Excusez-moi. Non, il faut dire simplement... Alors justement, on va demander à François de rappeler le contexte de tout ça. Comment tout ça naît Tout ça naît effectivement d'un terrain d'à peu près 8 hectares, de bâtiments portuaires qui n'avaient plus aucune fonction portuaire, parce qu'il n'y avait plus de bateaux. Les bateaux, les opérations portuaires avaient été regroupées au port Édouard Herriot, qui était beaucoup plus moderne. Et donc, il y avait des bâtiments qui étaient loués à des entreprises qui s'en servaient comme magasins et qui faisaient marcher quelques camions. Et en dehors de ça, il y avait tout un petit commerce dans des camionnettes qui était extrêmement malfamé. Il y avait énormément... on aurait pu gagner beaucoup de notre vie en relevant les compteurs, parce que c'était devenu vraiment un quartier très bizarre. Le premier contact avec la mairie, c'était du temps de Michel Noir, avec son adjoint à l'urbanisme qui était Henri Chabert, qui a fait beaucoup de choses, je crois, dans Lyon, mais qui a eu le réflexe habituel de beaucoup d'élus, c'est on ne laissera rien faire si la mairie n'a pas la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise foncière. Et donc, ces 8 hectares, au début, c'était dans les années 96-97, par là. Moi, je connaissais bien Henri Chabert depuis longtemps, mais il m'a dit, non, enfin, si tu veux, je te rachète les 8 hectares, mais tu sais, c'est du terrain dégueulasse, c'est du remblai, ça vaut rien, il ne se fera rien ici avant 20 ans, etc., etc. Il en proposait l'équivalent de 500 000 € pour 8 hectares. C'était pas mal, il avait raison dans son point de vue. Donc je lui ai dit, mon cher Henri, t'es gentil, mais on attendra que tu sois plus élu et puis on verra après. En attendant, on va essayer nous de le valoriser nous-mêmes. Non, on vous empêchera, c'est pas à vous de le faire, etc. Et puis est arrivé Raymond Barre à la mairie,
Et Raymond Barre, que je connaissais aussi très bien, lui a été, j'allais dire, plus intelligent de ce point de vue-là. Je lui ai dit deux choses. D'une part, on doit valoriser notre terrain parce qu'on a besoin d'argent pour restaurer les voies navigables ailleurs. Donc on a besoin de valoriser ce domaine. Et deuxièmement, on voudrait que le projet que Raymond Barre commençait à envisager sur l'aménagement de l'ensemble de la presqu'île, c'était les débuts de l'ensemble de la presqu'île, on voudrait que ce projet se tourne vers l'eau et ne lui tourne pas le dos. Parce que les projets urbains, en général, tournaient encore le dos largement à cette voie d'eau qui était complètement démodée. Dominique Baudis m'expliquait que du temps de son père, il s'était lui-même opposé à ce qu'on couvre le canal du Midi parce que ça n'avait rien à voir dans la ville. C'était comme ça. Et donc Barre a accepté qu'on entre dans la société d'économie mixte d'aménagement. Il a accepté l'idée qu'on refasse une entrée d'eau, une espèce de canal à l'intérieur qui est le bassin qui existait avant, qui avait été comblé, même s'il n'a pas exactement la même forme, mais pour qu'on remette de l'eau dans le quartier. Et puis, après, les affaires immobilières, c'est long. C'est beaucoup plus long qu'on ne le croit au début. Ça traîne toujours. Et il a fallu attendre que Collomb arrive pour que le projet revienne. Et il est revenu d'une drôle de façon. C'est que la directrice générale et Thierry Raspail, le directeur artistique de la Biennale, sont venus me demander dans mon bureau à Paris, moi qui connaissais la Biennale, mais comme client, si on peut dire, comme visiteur, il aimerait bien que la Biennale vienne s'installer dans le bâtiment de la Sucrière, qui est le seul bâtiment qu'on n'a quasiment pas touché au point de vue. Et le seul problème, c'est que la Biennale, n'ayant pas d'argent, beaucoup, ne voulait pas acheter l'immeuble, et ça tombait bien parce que nous, on cherchait à avoir des recettes et pas à vendre le domaine. Mais ils étaient prêts à le louer 5 mois tous les 2 ans pour les biennales d'art, et pour le reste, rien. Et on s'est dit quand même, pour un propriétaire, c'est pas très commode d'avoir un locataire 5 mois tous les 2 ans. Puis on en a réfléchi et on s'est dit, mais après tout, ça vaut peut-être le coup de courir le risque. On trouvera bien des occupations du bâtiment, le louer pour des défilés, des machins, de la mode, des expositions, des choses comme ça, en attendant. Mais on veut avoir des garanties sur la valorisation du quartier. Parce que ça a un intérêt de faire venir la Biennale si ça sert de moteur pour l'ensemble du quartier, si ça lance le quartier. Et à ce moment-là, donc, j'ai demandé à déjeuner avec Collomb, que je ne connaissais pas encore, et on a eu un déjeuner qui a commencé comme toujours avec les élus, c'était un peu viril. D'une part, il n'avait aucune confiance dans un établissement public pour tenir ses promesses, c'est ce qu'il m'a dit 10 fois après. Et nous, on s'engageait à accueillir la Biennale moins de 2 ans après, ce qui était quand même beaucoup. Il fallait faire quand même des travaux pour accueillir le public et de la sécurité, etc. Et on est sorti du déjeuner quand même avec un plus très bien. Je fais encore un petit aparté, c'est que le projet de la ville à l'époque, c'était de casser tout ce qu'il y avait comme bâtiment sur le port, de faire une promenade et de ne valoriser que les terrains derrière. J'ai expliqué à Collomb, c'est très bien, mais les terrains en espace vert, ça ne rapporte pas un sou et j'ai besoin d'argent pour l'établissement public. 2, c'est déjà tellement glauque dans l'état actuel. Si vous faites un jardin public le long de l'eau à 6 heures du soir, ça va être encore plus glauque, ça va être épouvantable. Il faut au contraire que les bâtiments aillent jusqu'à l'eau et qu'il y ait de l'activité tout au long pour que le quartier soit vivant. Et en plus, il faut, tant qu'à faire, qu'on garde trace du patrimoine passé. C'est important de ne pas tout casser, de faire que du neuf. Et c'est pour ça qu'il y a à la fois, je revois la photo du bâtiment de Dildec, cet avant-bec comme un bâtiment portuaire, les grues qu'on aperçoit derrière qui sont restées et qui ont été restaurées, les 3 arcades du cube orange de Brendan et Dominique qui ont été gardés, qui là gardent trace de l'activité portuaire. Et à ce moment après, je suis allé voir Collomb en lui disant, mais moi je préside le FRAC Centre qui est spécialisé dans l'architecture la plus
innovante possible et qui a lancé Archilab, qui a pour la première fois exposé beaucoup de jeunes artistes. On ne veut pas perdre d'argent, nous non plus, comme vous. On veut en gagner pour l'établissement public. Il faut par conséquent qu'on trouve des jeunes artistes, des jeunes architectes qui n'ont pas encore forcément beaucoup construit. Et on ne peut pas se payer des vedettes comme Jean Nouvel et les autres, qui auraient été évidemment trop chers et qui auraient bouffé une bonne partie de l'avantage du lieu. Et donc, j'ai dit, mais je suis président du FRAC Centre. Si je suis maître d'ouvrage de ces opérations-là, si on demande aux architectes de se défoncer pour faire quelque chose de novateur, on aura peut-être de bons résultats. Et dans une vitrine de Lyon comme l'est cette façade-là, ça vaut le coup d'essayer de faire ça et de ne pas faire des empilements de bureaux n'importe comment, comme n'importe qui aurait pu le faire. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et effectivement, ça a plutôt bien marché, puisque après, Colomb, qui effectivement avait peur au début de l'impact que ça pouvait avoir, j'ai vu des émissions de télé sur l'avenir de Lyon, où Colomb était interviewé devant le cube orange, devant le cube vert et devant les autres bâtiments. C'était devenu l'icône de l'avenir de Lyon à ce moment-là. Et donc, on avait tout gagné. Et accessoirement, Voies navigables de France a gagné beaucoup d'argent, beaucoup plus que les 500 000 euros que voulait généreusement me donner Chabert. On a gagné des ressources pérennes pour la plupart. Et quand il a fallu vendre un ou deux immeubles sous la pression pas toujours intelligente de Bercy, qui veut toujours vendre les bijoux de famille plutôt que de garder des recettes, je sais combien sont vendus certains immeubles. La société qu'on avait faite avec la Caisse des dépôts, dernier mot, je vous rends la parole, la Caisse des dépôts avait l'avantage, elle avait de l'argent à investir, nous on n'en avait pas, et ensemble on faisait un pôle public qui prenait la majorité. On a créé une société anonyme simplifiée, une SAS. Ça avait l'avantage d'éviter les foutus concours administratifs anonymes des concours publics. Ça permettait de choisir qui on voulait faire concourir. Et donc, j'ai gentiment proposé qu'on amène les architectes qui avaient travaillé sur Archilab et dans le FRAC Centre. Et c'est comme ça et là où Colomb a eu du courage, c'est qu'il a dit banco, on essaye. Il est venu au jury, il a participé au choix et il a été enthousiasmé très très vite. Il n'y a que 2 projets qui n'ont pas pu voir le jour et c'est dommage. L'un, c'est celui de Didier Faustino, qui avait fait un projet absolument superbe, mais qui était 2 fois trop haut par rapport au plan d'occupation des sols et qui était ingérable ni pour un locataire ni pour un propriétaire. Donc, il m'a expliqué après qu'il avait très bien compris pourquoi on ne pouvait pas le faire, mais qu'il était à l'époque en train il avait un problème d'entreprise et qu'il avait bon. Et l'autre, c'était Shigeru Ban. Ça n'aurait pas été mal non plus d'avoir Shigeru Ban qui n'avait pas encore construit le centre Pompidou de Metz, qui avait juste construit la halle du Toueur de Pouilly en Auxois dont tu parlais tout à l'heure, Francis. Mais malheureusement, il n'avait pas travaillé beaucoup. Il a fait un beau dessin, mais le projet n'était pas viable, quoi. Un peu banal, en effet. Un peu banal. Et donc, voilà, le résultat est là, et je crois que c'est effectivement pas mal, et que ça va durer assez longtemps. En tout cas, cette expérience... Je crois d'ailleurs, n'est-ce pas, Dominique, que le cube orange est un de ceux qui ont été le plus reproduits dans la presse mondiale. Énormément de succès d'architecture partout, et le cube vert après, avec Fabrice. C'est vrai qu'on était... la ville de Lyon, les habitants, hein, François, tu me diras, mais parce que c'est quand même, on ne fait pas un bâtiment orange dans la ville tous les jours. Et ça a été dur avec l'ABF aussi au départ. Pardon ? Avec l'ABF, ça a été dur aussi au départ. Avec l'ABF, on est souvent allé en face pour jauger des différentes teintes d'orange, de couleur brique. Mais écoute, on a réussi. Enfin, mais c'est vrai que je trouve que la ville de Lyon s'est assez appropriée assez rapidement tout ce qu'est Rambaud à Confluence et qu'il y avait une envie de modernité et voilà, qu'on ne voit pas tous les jours. Et ce que je voudrais souligner... Un dernier mot, simplement, excuse-moi. Toutes les villes ne réagissent pas pareil. Par exemple, à Lyon, on a réussi à faire ça avec la ville, c'était formidable. À Lille, on avait une possibilité de projet superbe dans le quartier des
des bois blancs, je crois que ça s'appelle, avec la ville, avec les adjoints de Madame Aubry. On n'a jamais réussi à pouvoir monter un projet, puisque la ville exigeait d'avoir la maîtrise totale du projet, le foncier, etc. Mais pas question de faire confiance à un opérateur, fût-il public. En tout cas, je voudrais souligner que sur le quai Rambaud, l'opération a permis, ce qui est quand même plus que rare, pour ne pas dire unique, un vrai dialogue entre la maîtrise d'ouvrage et les architectes au concours. C'est-à-dire que chaque architecte a pu expliquer son projet dans un concours. Et on sait à quel point c'est très frustrant pour eux, dans les concours publics, de ne pas pouvoir le faire. C'est-à-dire, bon, ok, ils peuvent écrire, ils peuvent évidemment y répondre par leur projet et autres, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas voix au chapitre. Ils ne peuvent pas parler, défendre leurs propositions. Là, ça a eu lieu et on voit le résultat. Bon, moi, je voudrais dire 2 mots sur cette photo qui est là depuis un moment, parce que François Borderie, on a dit 2 mots, mais c'est un peu équivoque par rapport à la réalité. Tout ce qu'on voit sur la façade du bâtiment d'Odildec, c'est le travail de Felice Varini. Et c'est l'ancien, c'est l'histoire dans la modernité, puisqu'on a un bâtiment qui est construit par Odildec, ex nihilo, mais qui reflète des images du passé, c'est-à-dire le quai tel qu'il était avant, quand il était encore avec tous les instruments pour décharger, les chemins de fer, etc. Donc c'est une façon aussi d'intégrer le passé on parlait de patrimoine, d'intégrer le passé à la modernité. Et là, il y a un deuxième projet qui a été réalisé par Felice Varini aussi à Villeurbanne. Un endroit, la fameuse cheminée. Voilà, qui était un endroit stratégique parce que c'était une blanchisserie autrefois industrielle et qui avait été rejetée justement dans un quartier, une teinturerie, oui, c'est pareil, qui avait été rejetée dans un quartier ouvrier, enfin, etc. Et bon, maintenant que c'est devenu, ça a été pris par l'urbain, je dirais, Felice a gardé la cheminée comme un monument du passé, justement, qui est évocateur du passé, et on a fait en même temps un très beau belvédère qui donne sur quand on traverse, il y a un pont qui traverse la cheminée, et on voit le ciel à travers la cheminée, voilà. Donc je crois que c'est important aussi ça dans la question du patrimoine, c'est-à-dire garder la mémoire aussi des choses. Garder la mémoire. Justement, on a la chance d'avoir Felice Varini avec nous. Est-ce qu'on peut lui passer un micro qui nous donne justement voilà 2 opérations sur le quai avec Odile. C'était avec Odile, c'était un beau moment, un projet qui s'est construit. Je voulais dire les 4 façades. Le projet que j'ai proposé, c'était les 4 façades occupées par 4 images qui venaient du toit du bâtiment avant qu'il soit construit. Et donc chaque image prise du toit parlait de ce que le bâtiment allait cacher, dans un certain sens. Mais c'est des images de l'actualité juste avant la construction. Donc c'est du passé, forcément, mais c'est des images qui parlaient de cette réalité à cet instant. Donc les quatre façades sont occupées comme ça. Et le projet de Villeurbanne, là, c'était pas avec un architecte, c'était un concours. Et c'était un concours public. Et il y avait cette grande esplanade qui était vide, et il restait la cheminée plus ou moins au centre de cette grande place. Et il fallait proposer un projet autour de cette cheminée. Donc moi, j'ai fait ce projet qui proposait de faire une passerelle qui allait du côté gauche au côté droit de cette esplanade, en passant par la cheminée, en la perçant et en proposant de voir. C'était un geste presque totalement inutile, parce qu'on n'a pas besoin de monter en traversant la cheminée, mais c'était un geste qui permettait
de délimiter le terrain et de l'ouvrir vers un point de vue infini, sur l'infini. Utile, monsieur Gaillot. Voilà, mais c'était un très bon moment. Felice, tu as d'autres projets avec des architectes là, en cours, en France, en Suisse ou ailleurs? Il y a plusieurs projets, oui, qui sont en cours. Bon, maintenant, ils sont dans l'élaboration et dans la construction. Il y a toujours disons, des projets sur des bâtiments qui vont être construits. Non, j'en ai pas en cours. Mais par contre, des bâtiments qui sont déjà construits et que peut-être je ne connaîtrais même pas l'architecte. Très souvent, je travaille sur des architectures qui existent, soit anciennes, soit historiques, et puis après, j'interviens volontiers dessus, dans ces lieux. Mais des fois, je n'ai pas vraiment la relation avec l'architecture. Et avec les architectes, le travail que j'ai fait, disons le travail le plus proche, c'était avec Odile Deck sur ce bâtiment ici. Et une autre avec Mario Bott à Bâle, mais il y a très très longtemps aussi. Mais en fait, le bâtiment est déjà décidé. Moi, je demande toujours que la construction, le bâtiment soit définie et soit précis. En fait, je ne travaille pas vraiment avec l'architecte, mais je travaille dans l'architecture, dans la proposition. Donc, après, ça passe ou ça casse, quoi. Mais c'est toute une autre relation. C'est un peu brutal de le dire comme ça. Je voudrais profiter de la présence de José Alvarez, donc, qui dirige cette maison d'édition, l'édition du regard. Justement, tout est dit dans le regard. Hein, c'est comment porter un regard sur l'art et l'architecture. Est-ce que vous pourriez lui passer un micro Alors, comme il n'en est rien... Donc, José, raconte-nous, comment tu vois ça, cette évolution du paysage contemporain? Raconte-nous. Dans quel domaine? Justement, en ville. En ville, on oublie Paris, alors on ne parle que de la province. D'accord. Hein? Parce que Paris n'existe plus. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la fin. Donc, non, je trouve que le travail qu'a fait Joe, je l'ai suivi bien sûr depuis 40 ans maintenant, à peu près, oui. À travers toi, à travers les artistes qui ont travaillé pour toi et aussi les architectes. Je suis ravi que vous ayez choisi, ou si à moins que ce soit lui qui vous ait choisi, Fabrice Hibert, qui est un artiste que j'aime profondément, qui est un immense artiste français, et on peut de surcroît extrêmement sympathique. Alors vous me direz que la sympathie, on s'en fout. Il vaut mieux être désagréable comme Joe, et ça marche aussi bien. Mais c'est vrai que Fabrice est un artiste très intéressant. Et ce qu'il a fait est remarquable, avec vous, bien sûr. Enfin bon, cette parenthèse passée, fermée, je dirais... Oui, non, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Et je dois le dire, bien qu'il soit là, vraiment, ça me... J'ai pas envie de lui faire de compliments, parce que vraiment, il m'agace. Mais je dois dire que Joe a été assez initiateur de tout ça, et avec une qualité extraordinaire. Vraiment, tout... Quand j'ai vu le travail, toutes les photos, parce qu'on pense tout connaître, mais on ne connaît jamais assez les choses, ni les artistes, ni les amis d'ailleurs. Et je ne connaissais pas d'ailleurs un des aspects de notre ami, et si je l'avais su, je n'aurais pas fait le livre. Mais, non, mais en tout cas, il faut s'amuser, c'est la fin, j'imagine. Donc, alors il faut rire un peu. Et comme je ne me suis pas endormi, ça vaut la peine que je continue à vous distraire. Donc, non, ce que je dirais par rapport à la ville, je pense qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits avec des individus tels que lui. Il y en a d'autres, mais lui, je pense qu'il est assez exceptionnel, encore une fois. Moi, j'ai toujours été passionné par l'architecture, je dirais même presque plus que par l'art. Enfin, les deux, ni l'un ni l'autre. Bien qu'étant enfant, je voulais être boucher. Donc, ça n'avait rien à voir. Mais après, j'ai voulu être architecte, parce que l'idée de l'architecture, évidemment, le parle par rapport à la société, à la vie, aux gens, aux êtres humains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à des architectures. Moi, je connaissais mal, je n'avais pas vraiment vu le bâtiment que tu as fait avec McFarlane. Et c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, j'étais soufflé en le regardant tout à l'heure, parce qu'au fond, je ne le connaissais pas. Le FRAC. Oui, oui, le FRAC, oui.
Non, non, c'est vraiment extraordinaire. Enfin bref, toutes ces parenthèses mises à part, je dirais en effet qu'il y a un travail, mais vraiment aujourd'hui exceptionnel, qui relie l'art, puisque c'est le sujet de ce soir, à la ville et surtout à l'architecture. Et je dois dire que cet assemblage-là est tout ce qu'on peut, en tout cas en ce qui me concerne, aimer. Tout à l'heure, vous parliez de Chamonix et vous cherchez la couleur de Chamonix. Et quand vous avez... Chambéry, pardon. C'était Chambéry, j'ai compris Chambéry. Ah, non, mais j'étais déjà endormi. Non, c'était probablement... Non, j'avais compris Chamonix. Alors, Chamonix, c'est le blanc. Il n'y a pas d'autre couleur que le blanc. Donc voilà, j'ai bien fait de me taire. Et j'aurais pas dû parler cette fois. Donc, non, je veux dire que mais c'est très bien ce que vous avez fait à Chambéry. C'est extraordinaire. Il y a une chose qui manque au livre et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Tu m'as donné de très mauvais documents, faut dire. Tu m'as pas donné l'essentiel de ce que tu as fait. Il faudra faire un second livre. Parce que quand vous avez montré Isabelle. Ouais, c'est Isabelle, oui. Et donc, et votre artiste chouchou, vous nous avez montré ce bâtiment très en douceur, comme ça, très en rondeur, avec cet élément très bizarre, mais magnifique, escalier sur plusieurs niveaux, avec une terrasse orange. C'est chez vous, ça? Vous êtes à Chambéry, ben oui. Je dormais pas complètement. Donc, c'était vraiment, voilà, celui-ci. Et ça, je veux dire, j'ai trouvé ça, mais stupéfiant. Et vraiment, je crois que c'est vraiment une des choses que j'ai préférées, à part le rouge et l'orange. Il y a plusieurs... C'est un camaillot de rouge. Oui, non, mais surtout, là, cette structure comme ça, comme une espèce de bestiole terrifiante et en même temps, voilà. Non, on a envie vraiment de monter là-haut et de se jeter, je sais pas où, là, c'est pas drôle. Pour un suicide, c'est idéal. Mais non, j'aime beaucoup l'endroit, c'est super. La nuit, oui. La nuit, c'est très beau. Il n'y a pas de photo de nuit. Et ce chèque, c'est très riche. En haut. Ah oui, ça, c'est très, très beau. Non, là, c'est très beau, mais je préfère de loin le côté avec cette espèce de praticable incroyable. Et là aussi, on le voit, mais enfin, on le voit beaucoup moins. Non, en même temps, je trouve que dans tout ce que tu as fait, Joe, et avec tous tes amis, enfin, parce que ce sont des amis. D'ailleurs, ici, si je me permets cette liberté de ton, c'est parce qu'on est entre amis et que je peux me le permettre. Sinon, tant pis pour vous. C'est pas grave. Non, je dois dire qu'il y a une grande sympathie, il y a vraiment une énergie dans tout ce qu'on vient de voir et que j'ai vu depuis longtemps et vraiment, je les ai regardés très attentivement, toutes ces réalisations. Parce qu'évidemment, les parkings, on ne les a pas beaucoup vus, mais j'avais une affection particulière pour François Morellet. Et je dois dire que ces parkings sont extraordinaires. Verjus, alors beaucoup d'artistes qui ont un peu disparu, dont on n'entend plus vraiment parler. Verjus, par exemple, c'est un immense artiste aussi. Et j'étais très heureux de le voir dans le parking, je ne sais plus lequel, mais c'était vraiment bien. Et ça, je dois dire que les parkings, c'est inouï ce que vous avez fait. Parce que vraiment, si... On a mis 40 ans. 40 ans, oui. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et non, enfin voilà, pour répondre à ça, c'est le fou furieux du Sud, là. D'ailleurs, j'étais venu ici pour son film, le film que mon ami, d'ailleurs, a réalisé sur lui. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est très bien, oui. Tu vois de qui je parle? Oui. J'ai oublié son nom, mais tu vas nous le dire. Tu parles de Ricciotti. Ricciotti, voilà, c'est ça. Qui a fait l'un des bâtiments de la série sur les quais Rambaud. Hein. Voilà. C'est le plus beau, d'ailleurs. On vient de le voir. Voilà. Le 68 art réactionnaire, comme on n'en fait plus, parce que vraiment, dans le genre, il est pas mal. Mais enfin, il n'est pas là, on va pas en dire de mal. C'est une grande création, ce qu'a fait Ricciotti. Quoi? Il n'y a pas un angle droit, il y a pas... Non, son bâtiment est très beau. Non, son bâtiment est très beau. C'est d'une douceur exceptionnelle. Non, je parlais du bonhomme, hein, je ne parlais pas de son architecture que je n'oserais pas critiquer. Elle est très belle, d'ailleurs, c'est magnifique ce bâtiment. Tu le sais, on en a beaucoup parlé. C'est vraiment beau. Mais vraiment exceptionnel. Non, mais les militants 68 arts qui roulent en Rolls et passent dans le monde avec les femmes à leurs pieds dénudées, je ne comprends même pas que le monde tellement prude ait passé cette image. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Enfin bon,
Ça, après, la personnalité, c'est autre chose. Donc, Ouais, c'est un des seuls architectes qui a autant de courage dans ce qu'il fait que dans ce qu'il dit. Et il dit des trucs bizarres et après il les accomplit. Et puis tout d'un coup il fait un truc exceptionnel et il le commente à sa manière. Mais là c'est encore plus dur à écouter. oui, Il enfin, n'a bon. pas de limite. Et Non, c'est non, mais rare. il est très bien qu'il continue. C'est un type formidable. Oui, très. Je ne peux pas dire Oui. le contraire. Non, mais il est assez essentiel dans le paysage Non, mais contemporain. évidemment, mais Je rappelle que, quand même, On a réussi à réunir des créatifs. le Mucem de Marseille, voilà, comme une œuvre extrêmement populaire. Oui. Et puis, sur un sujet beaucoup plus lourd, le camp de Rivesaltes, qui est quand même un chef-d'œuvre architectural absolu. Eh bien, ça, c'est quand même de l'excellent Rudy Ricciotti. Donc, voilà, Non, je mais- voudrais, non, mais- voudrais le dire au passage. hein. Le problème c'est qu'il n'y a pas de collection Et dans le lui-même, musée. oui, mais lui est collectionneur, justement. Tout Il des collectionne, périodes. et depuis longtemps. Il a des- C'est un des grands connaisseurs de l'art contemporain. Il ne faut pas s'y Il n'en fier. fait pas plus. Il collectionne. Alors justement, puisqu'on a des collectionneurs, est-ce que je pourrais permettre de demander à monsieur et madame Bilarand qu'est-ce que vous pensez de cette relation art-architecture? Est-ce qu'il faut comment on pourrait l'accélérer, la rendre encore plus possible? Ouais. Est-ce que... Ben, je pense qu'il y a déjà un travail magnifique qui a été accompli, hein, puisque on est là ce soir un petit peu autour de Jo pour célébrer ce long et beau parcours. Moi, il y a une chose qui n'a pas été abordée. On parle d'art et d'architecture, la liaison entre l'artiste et l'architecte, où on a des réussites magnifiques, on a parfois quelques échecs retentissants, mais c'est bien, il faut continuer, il faut certainement probablement le généraliser. Mais on n'a pas évoqué les architectes qui font des lieux pour l'art. Et là, je dois dire que nous sommes très très souvent déçus, réservés, parce que l'architecte n'est plus un architecte, il est un artiste. Et comme il est un artiste, il empêche assez souvent ceux qui doivent être présentés au sein du bâtiment qu'il va construire de montrer leurs œuvres dans de bonnes conditions. Je ne remonterai pas au Guggenheim, mais je me souviens d'avoir vu une exposition d'Eswars Kelly au musée Guggenheim. Vous savez qu'Eswars Kelly met souvent ses tableaux avec un angle donné. Comment vous faites quand le sol a lui-même une inclinaison? Je ne parlerai pas de bâtiments qui sont soit en Allemagne, il y en a quelques-uns où, hélas, l'architecte s'est cru artiste et on ne peut quasiment rien présenter du côté de la Roure de façon satisfaisante, même si le lieu était un lieu qui a été reconnu par son côté avant-garde. Mais même en France, nos dernières expériences, qu'elles soient dans le bois de Boulogne par exemple, ou dans d'autres espaces, nous montrent que peu d'architectes ont eu la modestie de mettre en valeur les artistes, de faire en sorte que soient mis en valeur les artistes qui devaient être présentés dans ces lieux. Voilà, c'était juste un petit point que je voulais ajouter à notre conversation. Alors pour faire, on peut faire comme Hans Hollein à Mönchengladbach, c'est-à-dire faire un musée, et au milieu du musée, s'installer une salle pour ses propres œuvres d'art. Mais alors, justement, oui, parce qu'on sait très bien que c'est une critique qu'on a reproché à Zahadid, par exemple pour le Maxi à Rome, justement de faire un bâtiment où il y avait parfois un peu trop de pente, un peu trop de mouvement. Donc on voit ça. Mais à l'inverse, il y a un très bon exemple, et Buren me l'a dit personnellement, que peut-être l'endroit où il avait été le mieux traité au monde, c'était à Bregenz, le Kunsthaus de Zumthor, où justement la neutralité de la lumière
eh bien, on ne pouvait pas trouver mieux. Je le cite là. Brigance, c'est un monument. Avec un inconvénient, Brigance, c'est une merveille. Hein. Même les toilettes sont extraordinaires, l'escalier pour y descendre est magnifique. Mais avez-vous essayé d'accrocher tout bonnement un tableau à Brigance? Non, d'ailleurs, il n'a pas essayé lui-même. Mais Daniel n'est pas le seul artiste qui a été présenté. Oui. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont eu énormément de difficultés à mettre des œuvres sur les tableaux, sur des murs qui étaient en béton, un béton superbe, bien sûr. En verre. Mais c'était très compliqué. Brigance, c'est très compliqué. Non, finalement, pour moi, le meilleur exemple, c'est ce qui a été fait à Saint-Étienne. C'est un hypermarché. Saint-Étienne. C'est un hypermarché. Qui est comme une grande surface. Hein. Qui savait faire que ça, d'ailleurs. Il n'a jamais rien fait d'autre. Elle porte le nom d'une famille qui a détenu des grandes surfaces, Guichard, comme architecte. Mais ça marche très bien. On peut exposer l'art contemporain, quel qu'il soit, même l'art figuratif, vous voyez. Mais il savait faire les hypermarchés. Hein. Ouais. D'accord, c'est tout, je veux dire. Il n'y a aucune création là-dedans. Non, mais ça mériterait un sujet beaucoup plus long avec... voilà, on va vous faire revenir, parce que c'est un vrai sujet. En tout cas, je voudrais dire que... Je voudrais parler de l'agence de Dominique Perrault, quand on y va. Eh bien, il y a quelque chose où tous les clients, tous les gens qui travaillent et tout, traversent l'art contemporain obligatoirement. Et c'est une œuvre de Felice, je le dis au Havafal, qui est une sorte de tunnel. Oui, voilà. Mais je le sais, je ne le dis pas par hasard, mais il se trouve que précisément c'est un lieu qu'on est traversant. Voilà, et ça c'est un mot qui parle aux architectes, un lieu traversant. Donc voilà, je voulais dire que là on a vraiment la relation architecte-artiste assez extraordinaire dans un lieu qui au début n'était pas forcément prévu comme tel. Donc c'est quand même, il y a des belles coïncidences quand même. Voilà, donc merci au Bilaran, merci à Felice Varini. On va se quitter là-dessus, on peut continuer à discuter, mais là il faut qu'on rende l'antenne comme on dit dans d'autres studios. Voilà, merci à nos amis artistes, architectes, merci à vous. Et ce débat est loin d'être clos. Je vous invite à d'ailleurs passer voir l'exposition Métro Le Grand Paris en mouvement, où précisément les tandems architectes-artistes, 200 km de ligne, 68 gares, à chaque fois un architecte et un artiste dès l'origine du projet. C'est comme une commande publique assez unique dans toute l'histoire française. Voilà. Merci.